Bonjour à tous, bonjour et bienvenue. On est ravis de vous voir si nombreux ce matin. On n'a pas l'habitude d'organiser des choses comme ça le matin dans les cinémas, mais visiblement ça fonctionne, donc on va refaire ça. Voilà, donc on est ravis de vous accueillir à cette masterclass de Michel Hazanavicius sur la comédie. Vous savez que le Centre du cinéma a initié toute une réflexion sur la comédie, notamment suite au fait que on dit que le cinéma belge est essentiellement des films sociaux, des drames, parfois des thrillers quand même, ou parfois des films d'horreur, mais c'est vrai qu'on a une grande tradition et une renommée internationale pour un certain type de film, et pas nécessairement pour la comédie. Or, la comédie, c'est quand même tout un pan de la création qu'on aimerait explorer. Et pour aider ceux et celles que ça intéresse, qui voudraient se lancer là-dedans, on s'est dit qu'on allait essayer au Centre du cinéma de vous donner la possibilité de rencontrer des auteurs, réalisateurs qui pourraient vous inspirer et vous donner des outils qui vous permettent de commencer à explorer cette piste de la comédie. Alors j'ai sollicité Michel Hazanavicius. Sollicité, c'est léger, je pense que je l'ai quand même un peu harcelé. Et il a craqué, il est là avec nous aujourd'hui, ce matin, pour parler avec vous de comédie. Et je l'en remercie parce qu'on est très flattés qu'il ait accepté cette invitation. On est des grands fans de son travail. Et on a envie de vraiment, avec Aurore Engelen, la journaliste qui a gentiment accepté de mener cette discussion, on va creuser avec lui son univers de la comédie et éventuellement aussi vous permettre, vous, de poser des questions très pratico-pratiques sur la manière d'écrire ou de réaliser une comédie. Ce n'est pas la dernière initiative qu'on fera sur la comédie. Vous savez, on en a fait une avec Danny Boone qui était vraiment super, qui était malheureusement plus limitée en termes d'accueil de professionnels et d'étudiants, parce que comme il montrait un film en cours de montage, c'était un peu délicat sur certains aspects, donc on avait dû ne pas l'ouvrir à tous. Ici, c'est ouvert à tous et c'est quasi plein, donc je m'en réjouis. On va continuer les initiatives pour ceux que ça intéresse. On aura notamment, et je vous l'annonce déjà parce que ça va arriver très vite, à partir de mardi prochain, 4 masterclass en Zoom de Steve Kaplan, qui est donc spécialiste de la comédie chez HBO, travaillé pour DreamWorks, pour Disney+, et qui vous donnera, lui, les trucs et astuces des comédies plutôt anglo-saxonnes. Donc voilà, si ça vous intéresse, vous allez de toute façon recevoir les invitations. Vous pourrez vous connecter et lui poser vos questions. Et je crois que ça va être assez chouette. 4 sessions tous les mardis pendant tout le mois d'avril, 2 heures l'après-midi. Donc je pense que ça peut faire de mal à personne et j'espère que ça vous nourrira pour soumettre à la commission du film des projets de comédie comme on a envie d'en voir, qui font rire et pleurer, qui nous émeuvent, qui nous emmènent. Et ça, on compte sur vous. Je suis particulièrement ravie de voir autant d'étudiants d'école de cinéma. C'est très chouette que vous soyez là. Alors, nourrissez-vous au maximum de ce que notre invité va vous raconter et puis faites-en le meilleur. Je vous souhaite une bonne séance. Merci beaucoup Jeanne pour cette introduction. Donc j'ai d'abord une petite information de service. C'est pas mardi prochain, c'est le mardi d'après la session avec Steve Kaplan. Donc attendez quelques jours pour vous connecter. Donc je suis ravie d'être ici. On va parler d'écriture de comédie. Alors moi-même je suis pas scénariste. J'ai jamais tenté d'écrire de comédie, mais j'en ai vu pas mal. J'ai ri souvent et à chaque fois je me suis demandé comment les auteurs et les autrices de comédie parvenaient à déclencher cette réaction qui finalement est assez singulière, personnelle et intime, qui est le rire. Comme moi, j'ai fait plutôt des études de littérature et pour frimer un peu, je vais citer Gérard Genette qui a écrit « De même que rien n'est beau ou laid en soi, rien n'est drôle ou triste. Rien ne fait rire tout le monde a priori, et en vertu d'un principe universel et absolu. » Du coup, est-ce qu'oser la comédie, c'est plonger dans le vide, une sorte d'acte de foi un peu fou, en espérant trouver au bout du chemin des congénères de rire? C'est peut-être une des questions qu'on va aborder tout à l'heure avec Michel Hazanavicius, puisqu'il a accepté de partager avec nous les coulisses de son écriture. Alors, je ne vais pas faire l'affront à l'Assemblée de vous présenter, Michel, parce que je ne doute pas que toutes et tous ici connaissent votre filmographie, qui est jalonnée de nombreuses comédies. On va d'ailleurs la parcourir ensemble, notamment sous le prisme du détournement, en passant par La Classe américaine, Le Redoutable, OSS 117, The Artist.
Et dans une deuxième partie, on va se pencher plus précisément sur Coupé, votre dernier film, dont on a sélectionné quelques extraits, qui a fait l'ouverture du Festival de Cannes. Donc Comédie et Cannes, c'est peut-être une sorte de dissonance cognitive, on pourra peut-être en parler aussi. Mais en attendant, je vous demande à tous d'applaudir Michel Hazanavicius qui va me rejoindre. Vous pouvez prendre. Merci. Merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, pour commencer, Michel, la première chose que j'aurais envie de vous demander, c'est de revenir peut-être un petit peu sur votre parcours. Est-ce que vous avez toujours eu envie de faire du cinéma? Est-ce que c'était une évidence? Est-ce que c'était un hasard, une rencontre? Est-ce que vous pouvez un petit peu nous parler de ça? Ou est-ce que peut-être que raconter des histoires était dès le début dans votre tête? Comment ça s'est passé? Écoutez, ça s'est passé un peu... c'est un peu un mélange de trucs, parce qu'en fait, quand j'étais petit, vers, je sais pas, vers, disons 12-13 ans, je voulais faire du cinéma. Mais ça me semblait être pas du tout pour moi. Enfin, c'était parce que mes parents n'étaient pas là-dedans. Enfin, je connaissais personne là-dedans, donc ça me semblait être vraiment inaccessible. Et en fait, de fil en aiguille, après le bac, enfin moi j'étais plutôt glandeur, comme ça, me laisser un peu porter. Puis je me suis retrouvé parce qu'un copain est rentré à Canal+. Et il m'a fait rentrer comme stagiaire. Lui, ce copain, c'était Dominique Farrugia, en fait, qui était un copain de. Vous connaissez Dominique Farrugia, Les Nuls? Oui. Ah, je sais pas. Donc il n'y a que des vieux dans la salle. Ok. Et du coup, voilà. Donc lui, il est rentré. Quand ils ont fait Les Nuls, il m'a fait rentrer comme stagiaire. Puis j'ai commencé à écrire un peu des blagues pour eux. Et ensuite, j'ai fait un court métrage. Enfin, d'abord, j'ai fait un film de détournement, des films de détournement, avec Dominique Mézeret. Et en fait, de fil en aiguille, je me suis retrouvé dans une position où il était possible de faire des films. Donc voilà, c'est comme ça que c'est arrivé. Alors moi, je voulais revenir un petit peu en arrière. Je pense que vous avez fait une école d'art, en fait, avant ça. Et oui. Est-ce que là, vous aviez déjà une pratique de ce détournement, justement? Ou de travailler déjà sur le matériau existant? Oui, en fait, j'ai fait effectivement 2 ans dans une école d'art, qui était sur 5 ans, mais bon, voilà, j'ai arrêté. Et je faisais essentiellement du détournement, ouais. Notamment, c'était en 1988, il y a eu des élections présidentielles, et j'avais détourné toutes les affiches. J'avais été dans les QG, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas Internet, donc tout était... il fallait avoir des vraies affiches, les découper, tout ça. Mais donc je changeais les slogans, voilà, je m'amusais comme ça, c'était marrant. Et c'était très artisanal, mais c'était marrant. Et un petit peu de cinéma aussi, je faisais des petits films d'animation. Mais je vous dis, j'ai pas l'impression... Là, j'ai vu il y a pas longtemps les Fabelman, le film de Spielberg, où on voit un petit garçon qui a vraiment une obsession, il sait qu'il va faire du cinéma, et c'est une évidence et tout ça. J'aurais aimé avoir ce parcours-là, mais en fait, ça a été beaucoup plus hasardeux, en fait, et chanceux. Ce que vous venez d'expliquer sur les affiches que vous avez fait à l'école d'art, c'est un peu ce qu'on retrouve dans Le Grand Détournement, justement, ou La Classe américaine. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle maintenant sur les internets. C'est une façon de remixer, réagencer des matières déjà existantes. C'est par là que vous entrez finalement dans la comédie, en fait, à travers la façon de relire ou réinterpréter des choses qui existent déjà. Oui, bah si on aborde ça de manière assez sérieuse, voire sociologique, je crois que dans les années 80, il y a eu une espèce de reflux de la société de consommation, en fait, qui s'est mis à recycler ses propres trucs. Et donc, ça fait partie de ça, sans doute. Oui, la musique, à partir du moment, c'est vrai, enfin, à partir du moment où le hip-hop est arrivé, bon, il y a eu la techno, etc., mais il n'y a pas eu l'énorme foisonnement de courants musicaux qu'il y a eu qu'il y avait eu dans les années 50, 60, 70, début 80, etc. Donc, il y a eu un truc de recyclage comme ça, et oui, ça fait partie de ça, ouais. Mais moi, j'ai fait ça de manière très potache, crétine. Les trucs dont je vous parle, par exemple, il y avait Raymond Barre qui avait son slogan, alors je dois être un des seuls à me souvenir des slogans de Raymond Barre de 1988, mais c'était « Il n'y a pas un fauteuil à occuper, il y a un travail à faire ». Et donc moi j'avais fait « Il n'y a pas un fauteuil à occuper, il y a un fauteuil à occuper ». Il n'y a pas un fauteuil à faire, il y a un fauteuil à faire. Enfin, ce genre de conneries, voilà, ou des mix avec des affiches porno, des choses comme ça.
Donc c'est quand même dès le début un choix d'utiliser l'humour comme mode d'expression pour communiquer avec les autres. Communiquer avec les autres, c'est un bien grand mot, hein, parce que c'était vraiment juste un truc crétin, quoi. C'est-à-dire, c'est pareil, moi j'ai un frère qui a 3-4 ans, 4 ans de plus que moi. Et quand on était au collège et lycée, lui, sa génération, ils étaient hyper politisés. Et nous, mais vraiment 4 ans après, on était hyper débiles, quoi. Et on n'en avait rien à foutre de rien. Enfin, et en fait, alors maintenant, je suis un peu revenu là-dessus, mais on avait un regard en fait ironique sur tout, quoi. Voilà, tout. En fait, je peux vous le dire, j'ai fumé beaucoup de joints en fait à cette époque-là. Et en fait, ce qu'on faisait, c'est qu'on se mettait dans une chambre avec des copains. Il y avait malheureusement pas de filles, et on se chambrait, quoi. Voilà. Mais donc, c'était notre pratique. Donc, communiquer avec les autres, je vous dis, c'est un peu, ce serait un peu prétentieux de présenter ça comme ça. C'était juste une espèce d'injection de conneries dans des choses sérieuses, quoi. Et quand vous commencez donc à travailler sur Canal+, avec les nuls, etc., vous commencez à écrire. Comment ça se passe à ce moment-là? Parce que vous n'avez pas de formation spécifique d'écriture. Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui se fait sur le tas? Comment est-ce que ça vient? Bah alors, c'est là où j'ai arrêté les joints, par contre. Bah oui, parce que je me suis dit, en fait, il est cool ce travail. Donc, tout d'un coup, j'ai voulu le faire plus sérieusement. Bah, en fait, ça s'est passé qu'au début, je suis rentré comme stagiaire. Et comme je dessinais, et Alain Chabat, il dessine aussi, du coup, on a une espèce de complicité qui fait qu'il a insisté pour que je sois engagé, en fait, en disant mais il dessine hyper bien, ce qui n'avait vraiment aucun rapport avec le boulot qu'on me demandait. Mais bon, voilà, ils m'ont engagé. Et puis de fil en aiguille, comme j'avais fait une école d'art pendant 2 ans, donc par rapport aux autres stagiaires, j'avais une espèce de truc sur j'avais, je sais pas, 21 ans, mais... oui, 21 ans. J'avais une espèce de pratique des images que voilà, ils ont cru que j'étais vraiment malin, quoi. Bon. Et du coup, de fil en aiguille, je me suis retrouvé à faire des détournements d'images pour les nuls, l'émission, et notamment dans le journal, toutes les images détournées, etc. Et puis voilà, c'est plus une histoire de complicité après avec des gens, enfin avec les nuls en l'occurrence. Et donc, mais en gros, le boulot consistait à se mettre devant des images et à dire des conneries. C'était à ce que tout le monde fait, en fait. Mais sauf que là, c'était payé et ça passait le samedi à la télé, quoi. À ce moment-là, ça relève sûrement un petit peu de l'ironie, comme vous venez de le dire. Mais ensuite, vous allez continuer avec le grand détournement. Et puis, OSS 117 va être une sorte de pastiche aussi. Donc, en fait, l'ironie va se transformer peut-être un petit peu en hommage. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a inspiré dans votre écriture, le fait de quand même se baser sur toutes ces choses déjà existantes, non plus tellement avec de l'ironie, mais avec une sorte de tendresse et de regard un peu de recul dessus? Alors d'abord, là il y a plusieurs aspects. J'essaye de réfléchir, mais j'ai pas énormément réfléchi à mon travail en vrai. Donc c'est un peu de l'impro. Donc si ça se trouve, je vous dis n'importe quoi, non, mais un peu. Je dirais quand même il y a plusieurs choses. D'abord, il y a en faisant les films de détournement qui sont venus un peu par hasard. Alors moi, j'étais quand même fan des situationnistes que j'avais découverts à l'école d'art et qui ont fait les premiers films de détournement. C'est eux qui les ont faits. Ils s'appellent La dialectique peut-elle casser des briques et Les petites culottes en été, qui sont 2 détournements de films. L'un, un film érotique, l'autre, un film de karaté. Et... alors c'est très très drôle, mais c'est vraiment les protagonistes ont des discours marxistes, léninistes en même temps qu'ils font une fellation ou en même temps qu'ils se battent ou qu'ils cassent ou qu'ils s'entraînent au karaté. Donc c'est très drôle, mais c'est aussi sérieux, qui est le truc des situationnistes. Et quand j'ai fait le premier film de détournement, un peu en vrai par hasard, mais en même temps c'était complètement naturel de me retrouver là. J'ai vraiment beaucoup appris sur
surtout en fait sur le montage, sur le jeu des acteurs, sur la percussion d'une phrase complètement débile avec un jeu hyper sérieux, et notamment, je dirais d'une manière un peu générale, sur le fait d'avoir un cadre extrêmement rigide. C'est ce qui vous permet de sortir du cadre, en fait. Donc moi, j'avais des images qui étaient très rigides, en fait, rigides, sérieuses. Et en fait, quand vous avez ça, et si en plus vous avez les voix originales des doubleurs, enfin des personnages, vous pouvez vraiment leur faire dire n'importe quoi parce que le cadre est hyper rigide. Donc ça crée une espèce de dynamique. Donc ça, c'est la première chose. Et petit à petit, c'est vrai que j'ai maintenant un truc sur l'ironie qui fait que l'ironie qui était dans les années 80 un peu une attitude un peu à contre-courant ou de contre-pouvoir, etc. Elle est un peu devenue le dogme, quoi. C'est un peu devenu partout, tout le temps ironique. Et du coup, il y a une espèce de déconstruction totale qui fait que constante, qui est pas hyper saine en fait, je trouve. C'est-à-dire, il faut quand même, je dirais qu'il faut faire attention. L'ironie est pas toujours. Enfin, c'est bien d'être un peu ironique, mais on peut aller vers un truc qui est hyper déprimant en fait, et très destructeur. Et donc, c'est vrai que maintenant, je me méfie toujours un peu de l'ironie. J'ai une tendance à aller vers ça parce que voilà, c'est comme ça, mais je m'en méfie un petit peu. C'est plus une approche qui relève du coup du pastiche que de la parodie, c'est-à-dire qu'on est dans un hommage avec une distance et un décalage qui crée du comique et du rire, sans forcément un regard critique ou en tout cas jugeant sur ce qui se passe, quoi. Ben, ça dépend. Alors, si on parle de trucs concrets, c'est pas du tout pareil pour OSS et pour The Artist, par exemple, ou pour Le Grand Détournement. Disons, dans OSS ou dans Le Redoutable, par exemple. Je fais comme si vous aviez vu tous mes films. Hein. Je suis sûre qu'ils ont vu tous les films. Je suis pas sûr, mais c'est pas grave. Disons, dans OSS, il y a tout l'aspect formel du film qui crée justement le cadre rigide dont je vous parlais. Il pose un regard très tendre et très presque amoureux sur cette époque de cinéma. Mais ce qui permet, avec l'autre main, avec la main gauche, d'être très critique sur cette époque, sur toutes les valeurs qu'elle pouvait véhiculer, etc. Mais d'une certaine manière, ça forme un genre d'équilibre. Et dans Le Redoutable, c'est pareil, c'est-à-dire toute la forme du film, c'est comme si elle disait à Jean-Luc Godard à quel point c'était un artiste important, qui avait inventé des formes, etc., en reprenant des motifs godardiens. Le film n'est pas du tout godardien, en fait. Enfin, Godard n'a jamais fait de reconstitution historique, etc., mais en reprenant et en jouant avec des motifs à lui, le film lui fait une espèce d'hommage, mais dans le même temps, c'est ce qui me permet aussi d'être hyper critique, ou caustique, ou moqueur, en tous les cas, avec l'homme, et toutes ses contradictions, etc. etc. Donc, oui, la forme moi, j'aime bien aussi toujours jouer quand il y a un peu un travail sur la forme, parce que ça crée une dynamique. Je suis moins à l'aise quand il n'y a que la dimension de l'histoire, et point barre. Je suis plus à l'aise quand il y a un peu un boulot sur la forme. Voilà. Mais il y a de la forme, il peut y avoir de la forme dès l'écriture du scénario. Il y a tout le travail de réalisation, bien sûr, mais je veux dire, dès l'écriture du scénario, la forme... elle est intégrée, ouais. Oui. En fait, moi, comme j'écris et je réalise, j'ai l'impression que la réalisation n'est vraiment que la continuité de l'écriture, mais tout est en place. Quand on parle de direction d'acteur ou de mise en scène, le gros du travail est quand même fait au scénario, quoi. C'est-à-dire, quand vous dites il rentre dans la cuisine, c'est pas le réalisateur qui dit tiens, tu vas rentrer dans la cuisine. Bon, c'était écrit, quoi. Donc, oui, je dirais que le maximum je mets dans le scénario. Plus j'en mets dans le scénario, plus je suis disponible sur le plateau pour les acteurs, les techniciens, pour tout le monde, quoi. Est-ce que vous diriez qu'il y a une sorte de mécanique de l'écriture de la comédie, ou est-ce qu'il y a une science, ou est-ce qu'il y a des choses qu'on apprend au fur et à mesure, où on se dit ah tiens, ça je sais que ça fonctionne, ou ça sert à rien d'essayer parce qu'en fait alors ça dépend pas de moi. Non, mais c'est le truc super délicat. Quand j'entends souvent, il y a cette espèce de cliché qui dit mais la comédie c'est ce qu'il y a de plus dur et tout ça.
je suis pas tout à fait en accord avec ça. En fait, j'ai l'impression que la comédie, soit ça vous est naturel, soit il vaut mieux vraiment pas y aller et il vaut mieux faire autre chose. Enfin, il y a plein d'autres formes de cinéma très nobles. Le drame est très noble aussi. Il n'y a pas que la comédie. Mais si ça ne vous est pas naturel, vraiment, je pense que c'est casse-gueule. Parce qu'il y a quand même un truc d'intuition. Parce que là, les gens sont trop vieux pour que je. Mais si vous aviez 12 ans, je leur dirais commencez par fumer des joints, mettez-vous dans des chambres avec vos copains. Et non, mais disons. Alors, je pense qu'un réalisateur qui fait bien son boulot sera plus à même de mettre en... En fait, tout est une question de à quel moment vous donnez les bonnes informations et à quel moment vous laissez la bonne place au spectateur pour comprendre. C'est comme quand vous racontez une blague, en fin de compte. Donc, un bon réalisateur va savoir peut-être faire ça mieux qu'un autre, mais le timing, la tonalité, la bonne information au bon moment, la place que vous laissez au spectateur, etc., ça doit quand même vous sembler un peu naturel. C'est-à-dire que moi, quand je monte une scène de comédie, j'ai pas mon manuel à côté en disant alors là, on est en configuration B34, pas du tout. Vous le faites, vous le sentez, et puis il faut vous faire confiance. Après, par contre, j'aime bien faire des projections test. Et vous voyez, quand une blague tombe vraiment à plat, il faut vous reposer des questions de pourquoi si elle vous fait rire, voilà, il faut la retravailler, quoi. Mais je dirais que ça doit vous être un peu naturel. Donc c'est plutôt une nature comique. Parce que ce matin, j'entendais à la radio un animateur qui promettait dans son émission de nous apprendre à devenir drôle à la maison, au bureau. C'est déjà drôle. Je trouvais ça drôle en soi, effectivement. Mais donc je me suis dit, j'allais vous poser la question, est-ce que d'une certaine façon, vous avez quand même appris à devenir drôle, ou en tout cas fréquenter certaines œuvres ou certaines personnes? Peut-être qu'en commençant avec les nuls, c'est un bon endroit, mais est-ce qu'il y a quand même une sorte d'apprentissage de l'humour ou de la comédie? Je sais pas. Ma fille, par exemple, elle me demandait, quand elle avait 10 ans, elle me disait tout le temps, mais c'est quoi le deuxième degré? Et alors moi, je crois que je lui disais un truc du genre... non, mais je lui disais vraiment les réponses les plus débiles. Je lui disais genre, c'est un feutre. Alors elle repartait comme ça. Du coup, elle n'a jamais vraiment compris ce que c'était, mais... c'est compliqué enfin... Non, je dirais que c'est quand même une forme de cerveau, bon alors, ou de culture. Enfin, ici en Belgique, il y a quand même une culture. J'étais étonné de ce que vous avez dit sur la comédie, parce que nous, les acteurs belges qui arrivent chez nous, ils sont hyper marrants. Enfin, ils sont vraiment porteurs de comédie. Poulvord, Damiens, Johnny Hallyday. Non, mais donc il y a quand même un humour belge qui est identifié. Comme il y a un humour anglais qui est identifié. Alors moi je suis juif, il y a aussi un humour juif, voilà. C'est sûr que si vous êtes iranien, c'est plus compliqué. L'humour iranien n'est pas Et moins connu. réputé. Ouais, exactement. Mais je pense qu'il y a un truc culturel, il y a un truc... Mais après, vous pouvez travailler, par contre. Vous pouvez travailler. C'est vrai que... L'avantage de la télévision, en tous les cas pour moi, ça a été qu'il fallait fournir la télévision et la radio. Après, j'ai fait un an comme vraiment gagman avec les nuls, où c'était tous les jours. On écrivait, c'était une émission qui durait plus d'1 heure, etc. Donc on écrivait faux journal, fausse pub, faux trucs et tout ça. Et l'avantage de ça, c'est que vous pondez des gags tout le temps, que même quand ils sont pas drôles, il y a quelqu'un qui va le rendre drôle. Ou quand quelqu'un fait un truc qui n'est pas drôle, vous allez peut-être le rendre drôle, etc. Et en fait, vous désinhibez complètement. S'il y a des étudiants ici, moi je me souviens que les premiers trucs que j'écrivais, je faisais exprès que ce soit totalement illisible, parce que j'avais honte, quoi. J'avais honte, parce que je me disais, en fait, c'est Victor Hugo qui écrit. L'écriture, c'était un truc très noble, quoi. Donc c'est très inhibant, je trouve, d'une certaine manière, de prendre la parole. C'est encore plus inhibant de dire, en fait, écrire une blague, c'est un peu comme se lever à un mariage et de dire j'en ai une bonne, vous allez rire. C'est chaud de faire ça. Enfin, faut vraiment être sûr de son coup. Faut avoir une blague qui marche à tous les coups, quoi. Il faut pas bafouiller, faut pas rentrer dans. Ah non, attends, parce que j'ai oublié un truc et tout. Faut pas rentrer là-dedans, quoi.
Donc l'avantage d'en faire plein, si vous voulez, c'est que vous vous désinhibez complètement et vous vous rendez compte que c'est pas très très grave et en fait vous pouvez vous débloquer un truc. D'ailleurs, moi je me considère plutôt comme un réalisateur de comédie, mais pas exclusivement. Là, je fais un film qui est carrément pas drôle du tout et je m'interdis pas du tout de faire autre chose. Pour moi, je trouve ça plus intéressant d'être réalisateur que réalisateur de comédie. Et je pense que d'avoir fait des choses sérieuses, très premier degré, enrichissent les comédies que je peux faire. Et de la même manière, les comédies enrichissent les choses plus premier degré. Vous avez parlé du fait d'écrire à plusieurs. Est-ce que l'écriture de la comédie, c'est justement quelque chose d'assez collectif en fait? Le cinéma est collectif évidemment, mais en termes d'écriture, est-ce que ça nécessite d'être sans cesse confronté à un regard extérieur pour éventuellement penser au public plus tard? Non, là, je crois que c'est chacun son truc. Moi, j'ai écrit à plusieurs des fois. Parfois, ça s'est très bien passé, parfois pas bien du tout. Et tout seul, alors pareil, des fois ça s'est pas bien passé, des fois très bien, mais non, je crois qu'il n'y a vraiment pas de règle. Ceux qui aiment écrire à plusieurs, ils adorent ça. Là, je parlais avec Jonathan Cohen il y a vraiment quelques jours, qui lui adore. Il me dit, mais c'est comme si on avait 5 cerveaux, c'est génial et tout. Moi, c'est vrai que j'aime bien être tout seul aussi. Parce que c'est mon rythme de travail, c'est mon truc. Je suis, je suis ma concentration, mon chemin et tout ça. Donc je suis pas alors je suis pas enrichi, mais je suis pas non plus perturbé. Voilà. Donc toutes les écoles sont bonnes, je dirais. Ce qui est sûr, c'est quand vous êtes tout seul, vous pouvez écrire des trucs hyper marrants, mais au maximum, vous avez c'est tout. Quand vous avez l'idée avant de l'écrire, c'est marrant. Et vous le faites, mais vous tapez pas sur les cuisses, quoi. Alors que si vous êtes à 4 ou 5, j'imagine qu'on rigole plus, quoi. Parce que si on se fait entre nous, c'est... D'autant que c'est quand même un genre, la comédie, où il y a une gratification immédiate. C'est-à-dire que le rire est une sorte de gratification ou de sanction s'il n'y a pas de rire. Donc c'est vraiment un genre qui est très exigeant par rapport aux réactions du public. Ouais, après, là, on parle comme s'il y avait un type de comédie, mais en vrai, quand vous regardez les films de Quentin Dupieux, alors lui, c'est l'absurde total. Lui, moi, j'ai toujours besoin un peu d'un point fixe, en fait. J'ai toujours besoin d'un truc sérieux qui fait qu'il y a une dynamique avec un truc complètement déconnant qui se passe. C'est ma manière de fonctionner. Lui, il est vraiment les 2 pieds dans l'absurde. Il n'a pas beaucoup de points fixes. Ça part comme ça. Et du coup, il invente plein de trucs. Il y a des gens qui sont sur un comique beaucoup plus potache. En fait, il y a plein de manières. Encore une fois, là, c'est pareil. Il faut que ça vous corresponde. Et dans le cas du cinéma, que ça corresponde aussi avec l'acteur ou les acteurs avec qui vous avez travaillé. Tous les acteurs sont pas. Moi, par exemple, j'adore travailler avec des acteurs sérieux. J'adorerais faire une comédie avec Tom Cruise, par exemple, qui est hilarant, enfin qui est hilarant, pas, quand il fait de la comédie, quoi. Et à part ça, il n'est pas non plus. Il est parfait dans le drame aussi. Hein? Il est parfait dans le drame aussi, pas que hilarant. Non, mais c'est un ultra bon acteur. Mais des acteurs qui sont comme ça aussi en place, dès que vous les décalez un tout petit peu, ils sont hyper marrants. On en revient au décalage, justement, à cette esthétique du décalage dont vous parliez. Vous parliez aussi du 2e degré que vous aviez peiné à expliquer à votre fille, mais c'est surtout une façon aussi d'avoir plusieurs niveaux de lecture, finalement, dans un même récit. Alors, de toute façon, sur les blagues, il y a toujours... Enfin, alors moi, je me pose toujours cette question, c'est quoi l'histoire derrière, en fait? C'est-à-dire, bon, c'est un cliché de le dire, mais il y a toujours une version triste d'une blague. Il y a toujours la version, disons, pas marrante, quoi. Et il faut bien être au courant de c'est quoi l'histoire. Des fois, il y a des blagues, elles sont hilarantes, et puis en fait, elles ont un arrière-goût qui est pas génial, quoi. Ça nous est arrivé à tous de rire à des trucs ou de se dire que c'est drôle, mais on n'est pas à l'aise avec la blague. Donc, il faut toujours voir un peu l'histoire derrière. Donc ça, de toute façon, n'importe quelle blague, elle a une double... Enfin, moi, je suis pas vraiment un théoricien du rire, mais comme ça, en parlant, je me dis que une blague, c'est une espèce de raccourci qui fait ça vous ouvre sur un petit espace de pensée, disons, un peu inconnu ou inattendu. Je dirais que c'est ça. Une blague, elle donne pas de...
elle ferme pas, elle ouvre. Donc elle peut donner des petits coups d'éclairage sur une petite problématique, un éclairage inattendu. Je dis, ah tiens, j'avais pas vu ça comme ça, j'avais pas réfléchi comme ça. Mais en même temps, elle ne développe pas précisément des choses. Mais elle donne une direction, quoi, de pensée, quoi. Et alors pourquoi je disais ça, je sais plus. Par rapport au second degré, aux différents niveaux de lecture, mais le fait de dire que la blague ouvre, c'est aussi une façon de dire que ça laisse de la place au public, que la comédie laisse de la place au public. Comment est-ce que ça se joue à l'écriture, ou est-ce que ça se joue à l'écriture? Alors ça, ouais. Alors ça, par contre, là encore, je vous parle que de mes trucs à moi. Ils n'ont pas du tout valeur universelle. C'est juste mon parcours à moi. Mais en faisant, ça fait vraiment partie des choses que j'ai apprises en faisant la classe américaine et les films de détournement. C'est enfin, il y a un truc qui s'appelle l'effet Kuleshov. Je sais pas, tout le monde connaît l'effet Kuleshov? Ok. Et donc, ça, pour moi, ça a été le truc, je dirais que c'est la pierre angulaire de tout ce que j'ai pu faire après, c'est l'effet Kuleshov, c'est-à-dire la place qui est laissée au spectateur, le temps de penser pour le spectateur, en fait. Et la capacité pour le spectateur d'interpréter quelque chose. Maintenant, j'essaye de me retenir beaucoup de faire ça, parce que je voudrais pas que ce soit une espèce de truc tout le temps, mais quand par exemple il y a un personnage quand OSS 117 par exemple dit une grosse connerie, pratiquement tout le temps, il faudrait regarder, mais je crois pratiquement tout le temps, il y a derrière son interlocuteur qui le regarde un peu stone face comme dans l'effet Kuleshov, ce qui laisse au spectateur le temps de penser. Et en règle générale, le rire se déclenche sur ce plan-là, où l'acteur, moi, enfin vraiment plein de fois, je dis aux acteurs, voilà, regarde ma main, regarde ma main, regarde ma main, regarde ma main, top, c'est fini. Il a l'impression qu'il n'a rien joué, mais en fait, il a joué exactement ce qu'il fallait, c'est-à-dire rien, justement. Et donc, et c'est le spectateur c'est le spectateur qui va faire le travail. Et cet espace de pensée dont on parlait, c'est le spectateur qui va à peu près le définir suivant ses trucs à lui. Et donc ça, pour moi, la place que vous mettez au spectateur dans la construction d'un gag ou dans sa résolution, elle est essentielle, en fait. On va en venir à couper, parce que justement, dans couper, la place du spectateur, elle est dans les gags, mais elle est aussi à 3 moments différents du film. On navigue vraiment dans la temporalité. Est-ce que vous pourriez peut-être d'abord juste revenir un petit peu sur les origines du film? C'est donc un remake d'un film japonais. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ça? Comment vous êtes arrivé à entendre parler de ce film? Et si j'ai bien compris, ça rentrait en relation avec une envie de film sur le cinéma que vous aviez déjà. Est-ce que vous pouvez juste revenir un petit peu sur la genèse de tout ça? Donc là, visiblement, on va parler de Coupé. Alors donc c'est pareil, je vais dire des trucs sur Coupé, pour le coup, qui ne sont pas forcément des choses que moi j'ai initiées ou mis en place, parce que le film est un remake que j'ai voulu être assez fidèle, même s'il y a évidemment une réinterprétation, mais il est quand même assez fidèle. Et donc je vais me retrouver parfois à expliquer ou avoir l'air de revendiquer quelque chose qui a été fait par quelqu'un d'autre, qui s'appelle Shinichiro Ueda. Et donc pour l'anecdote, c'est vrai que j'écrivais ça faisait longtemps que je voulais écrire une espèce un film qui durerait sur une journée de tournage, un peu pas catastrophique, mais une espèce de compilation de tous les comportements un peu dysfonctionnels, absurdes, dérisoires qu'il peut y avoir sur un plateau. En fait, quand vous êtes sur un plateau, vous vous rendez pas compte, parce que vous avez l'impression que tout ce que vous faites, c'est vraiment le truc le plus important du monde. Mais en fait, quand vous allez sur le plateau d'un copain, vous vous rendez compte que tout le monde s'en fout, en fait. C'est absolument pas important. Mais tous les gens investis sont à bloc, quoi. Donc ça crée des comportements complètement dingues. Et en plus, alors là, c'est un truc un peu plus général, mais je crois que le cinéma fonctionne un peu comme une religion. Et on vient dans un temple, on regarde, on nous raconte des histoires. Enfin bon, c'est un peu le même truc. Et les gens qui en font se prennent un peu pour des demi-dieux. Et du coup, par exemple, quand vous êtes en repérage, vous repérez tout de suite une équipe de repérage dans la rue. Par exemple, quand il pleut, c'est les seuls qui discutent sous la pluie, par exemple. Et
parce qu'ils ne peuvent pas attraper de rhume, quoi. C'est des demi-dieux. Ou alors, vous allez faire un truc sur une autoroute, vous dites à un stagiaire, tu peux prendre une photo du milieu de l'autoroute avec les voitures qui viennent, s'il te plaît, parce que le gars va y aller, parce qu'en fait, il demi-dieu, on risque rien. On a ce truc complètement débile. Donc j'aimais bien, je voulais faire un film un peu là-dessus. Et c'était pendant le confinement. Et donc pour l'anecdote, je me retrouve à parler avec Vincent Maraval. Pour autre chose, il me demande, je lui raconte, et il me dit je viens d'acheter les droits d'un film, vois-le. Et j'ai vu le film, et je trouvais que son idée de structure était tellement bonne que j'ai dit ok, je mets de côté mon truc et je fais le remake. Ouais. Alors on va commencer en regardant un premier extrait, c'est le tout début du film, juste après les génériques des partenaires. J'ai pas besoin d'expliquer tout ce qui était drôle dans l'extrait, ça marche tout seul, mais il y a d'abord une première chose, c'est qu'on commence dans le feu de l'action. Ça, c'est dès le début du scénario, c'est inscrit d'ailleurs, je pense que les gens qui étaient inscrits ont reçu les extraits des scénarios qui correspondent aux extraits qu'on va voir. Le scénario débute par le film s'ouvre en plein milieu d'une séquence de film de zombies, et même a priori au moment le plus dramatique de la séquence, donc une façon de créer en tout cas la surprise, peut-être l'inconfort, la gêne et le rire, c'est de commencer directement dans l'action. J'imagine que c'est quelque chose qui est... auquel on pense quand on écrit. Alors là, il faudrait demander à Shinichiro Ueda. Parce que vous avez repris ça, donc ça vous parle. J'ai repris ça. Là, en regardant, je me disais juste deux choses, après je répondrai à ça, mais d'abord, Romain Duris, c'est l'exemple parfait de ce que je vous disais tout à l'heure sur un acteur sérieux, c'est-à-dire que lui, il amène... En fait, j'ai adoré travailler avec lui, parce que lui, c'est absolument pas son problème de faire rire ou pas. Il en a vraiment rien à foutre. Et d'abord, c'était très agréable, parce qu'il avait des scènes avec un peu des cas sociaux... Zadi, Raphaël Quenard, Grégory Gadebois, etc., qui eux faisaient un peu les clowns. Lui, il était tout droit, il allait, et donc il était le point fixe dont je vous parlais. L'autre chose, c'est que, alors peut-être on en parlera après, mais ce film-là, quand même, pour moi, il était exemplaire d'un truc que j'essaye toujours de faire, mais là, j'ai jamais été confronté à ce point-là à cette problématique. C'est quand vous avez un film, quand vous bossez sur un film, vous avez une comédie, vous avez beaucoup plus de vannes qui vous viennent que celles qui vont être dans le film. Mais il faut savoir reconnaître des vannes qui ne sont pas dans la tonalité du film que vous êtes en train de raconter. Par exemple, sur OSS, quand on travaillait avec Jean-François Alain, des fois, il y avait des choses qui étaient des anachronismes. Par exemple, à un moment donné, j'avais pensé à un truc, c'était... pour le 2, le film se passe en 67, et il ouvrait le journal, et il y avait la une, c'était Kurt Cobain est né. Et bon, donc drôle, marrant, bonne blague. Mais en fait, je trouvais qu'elle n'était pas du tout adaptée à OSS. En fait, c'était un anachronisme. Donc j'aimais pas. Et Jean-François voulait qu'on la mette. Je lui dis, non. Bon, finalement, je l'ai pas mise. Vous avez toujours en fait des vannes qui vous viennent, mais il y en a en fait qui font du mal. Enfin, qui font du mal. Je sais pas ce que je veux dire, mais en fait qui n'aident pas l'intérêt général du film. En gros, si vous placez au début du film une blague complètement absurde, vous faites une promesse d'absurde. Vous mettez l'endroit du champ du film à un endroit, enfin la limite du champ du film à un endroit, qui fait qu'il va falloir remplir ce champ à un moment. Vous voyez ce que je veux dire? Là, par exemple, moi, je commence avec un film qui dure 32 minutes, et le film doit apparaître comme un film raté. Donc, la tentation de mettre des vannes dans ces 30 minutes, et la tentation de rendre ça hyper marrant, et mieux filmé, et tout ça, elle était constante, en fait. C'est-à-dire que c'est pas que c'était affreux, mais il y avait vraiment un truc très... difficile pour moi de dire non, en fait, ça doit être relou, en fait, ça doit être chiant. Non, il n'y a pas de blague. En fait, si je fais une blague, c'est pas moi qui ai fait ce film, c'est le personnage, c'est Rémi Bouillon. Et il n'a pas du tout, lui, il n'a pas fait une parodie, il a fait le mieux qu'il a pu. Mais si je commence à faire des trucs là, tout le reste du film s'écroule. Et c'est quand même ça, je trouve que c'est un truc aussi à garder. Il faut savoir jeter, en fait, beaucoup. Il faut savoir qu'une blague, elle peut faire une promesse d'un certain type d'humour, etc. Donc, soit si vous voulez faire Y a-t-il un pilote dans l'avion, c'est clair que vous pouvez faire des blagues absurdes.
Mais si vous faites, je sais pas, cuisine et dépendance ou un air de famille, une blague absurde là-dedans, elle va vous faire du mal, quoi, derrière. Donc, revenons à nos moutons. Vous m'avez dit quoi? C'était une de mes questions. Hein. Comment on fait un film raté en conservant l'intérêt du public et comment on fait un film drôle sur des gens qui sont sérieux et qui, eux, font un film sérieux. Il y a ce décalage-là qui fonctionne, évidemment. Alors, par rapport à l'original, j'ai essayé quand même, mais en me limitant beaucoup sur l'aspect, bien réalisé, et 2, comédie franche. J'ai essayé quand même de garder ou de garder l'intérêt du public. J'ai essayé de clarifier un petit peu l'histoire racontée, l'histoire qui aurait dû être racontée. J'ai quand même essayé de la raconter. J'ai essayé de remonter un peu les scènes d'action. J'ai essayé d'avoir une musique qui fait comme ça. Puis j'ai essayé de mettre quelques petites digressions, notamment le personnage qu'on a vu là, joué par Finnegan Oldfield, qui à des moments est en décrochage et se permet de faire des petites choses. Et puis des trucs qui... Par exemple, j'ai rajouté, j'ai rajouté le fait que le film qui tourne est un remake. Eux-mêmes tournent un remake, donc ils se retrouvent héritiers de porter des prénoms japonais. Bon, c'est complètement débile. Du coup, on se dit, bon, il y a quand même un truc. On se dit, Romain Duris, il n'aurait quand même pas accepté de jouer un truc aussi nul, quoi. Il est un peu fini, certes, mais pas à ce point-là, quoi. Il a bien accepté les 3 mousquetaires. Non, mais alors, vraiment, alors. C'est pas du tout filmé ni enregistré. Non, mais en plus, je ne pense pas du tout. C'était juste pour vous faire rire, parce que je n'ai même pas vu le film, je suis sûr que c'est bien. Et j'adore Romain Duris. C'était vraiment pour faire une blague. Parce qu'il faut bien que je fasse au moins une blague. C'est sur la comédie. C'est dans le contrat, je crois. Voilà. Et donc voilà. Donc du coup, ça m'a permis de faire ce truc sur Ken. Voilà, des jeux de mots à n'en plus finir sur Ken. Qui est un truc qui m'est arrivé oui. J'ai travaillé avec un acteur qui s'appelle Ken Samuelson, qui fait l'américain dans OSS 117. Et à un moment donné, j'ai vu passer, je sais plus, une assistante qui avait genre 3 serviettes. Et je dis, c'est quoi ça? Elle me dit, c'est les serviettes pour Ken. Donc, je dis, ok. Donc voilà, donc ça se retrouve. Ça, vous avez noté ici et vous l'avez gardé jusqu'à il y a 2 ans. Oui, en fait, c'est la 2e fois que ça m'arrive. Dans Le Redoutable, il y a une scène où ils sont tout nus et ils parlent de à quel point c'est lourd de faire de tourner nus dans les films. Et vraiment, ça se fait pas, et tout ça. Et c'était une idée de scène que j'avais eue, mais vraiment il y a 20 ans, qu'on m'avait un peu jeté à la gueule. Et je me disais, merde, c'est quand même super marrant et tout ça. Bon, elle est ressortie 15 ans après, quoi. Donc des fois, il y a des trucs, on croit que c'est mort, et puis en fait, ça revient, quoi. Ce que vous faites aussi dans toute la première partie du film, les 32 premières minutes, c'est que vous semez des graines en fait pour la suite. Donc nous, en tant que spectateurs, on ne s'en rend pas vraiment compte à ce moment-là, parce qu'on n'est pas conscient du hors-champ, mais quand vous parliez du personnage de Raphaël qui parle du capitalisme, etc., on va comprendre mieux, évidemment, dans la deuxième partie du film, d'où ça vient. Donc toute cette partie du film aussi, sans que nous, on en soit conscient, vous installez toutes les petites graines qui vont déclencher du rire plus tard, quoi. Oui, alors là, il y a vraiment un jeu de construction. D'abord, moi, je trouve que quand on parlait tout à l'heure de l'effet Kuleshov, là, d'une certaine manière, c'est plus l'effet Kuleshov, mais c'est la structure même du film, quoi. Ouais, c'est une espèce d'extrapolation du truc de la place du spectateur. Le spectateur, moi, ce que je trouve admirable dans ce film, ce que je trouve admirable dans mon film, mais c'est pas une idée à moi, donc je peux le dire, c'est justement le trajet que vous faites comme spectateur. Vous voyez, vous commencez quand même par voir une énorme bouse, et qui est vraiment pas très drôle, où il y a pas vraiment de blagues, etc. Et en plus, le fait que ce soit moi qui le fasse, c'est à double tranchant, parce que on peut se dire, les gens bienveillants vont se dire, non mais il y a autre chose derrière et tout ça, mais les autres peuvent se dire, putain, mais alors le mec a perdu la main sur la parodie, mais à un point stratosphérique, quoi. C'est-à-dire, ça se veut drôle, mais ça l'est pas du tout, quoi. Et donc, dans un cas comme dans l'autre, même les gens bienveillants,
au bout d'un quart d'heure, ils se disent bon, ok, on a compris la parodie, mais c'est quand même super long, quoi. Enfin, je veux dire, ça n'en finit pas, ce truc, c'est un cauchemar, quoi. On a compris le truc, va vite à autre chose, quoi. Et enfin, je comprends ce truc d'agacement. Donc, on est à un moment ou à un autre dans ces 30 minutes, on est dans une position très critique de jugement de ce qu'on voit. Alors, on prend des informations, comme vous dites, et puis dans la deuxième partie, on commence à comprendre, donc il y a un jeu de construction qui est en train de se mettre en place, et là on commence à faire des connexions. Donc c'est là où le spectateur il a une place, il se dit ah oui, il commence à reconnaître des trucs, etc. Et en fait dans la troisième partie, il se passe un truc où en fait c'est de l'action, on voit toutes les emmerdes et tout, donc on rigole parce qu'on refait toutes les connexions et tout, certes, mais à la fin on est vraiment avec eux, c'est-à-dire qu'on est en empathie totale pour ces gens qui, certes, sont en train de faire une bouse, mais c'est plus du tout important pour nous. On veut juste qu'ils aillent au bout, quoi. Et on se retrouve critique de notre propre critique du début. C'est-à-dire, on se dit, mais en fait, j'étais complètement con. En fait, comme si on se disait, j'ai jugé sans savoir. En fait, j'ai jugé, mais c'est pas grave. Pourquoi j'étais si énervé? En fait, je veux qu'ils y arrivent, quoi. Et je trouve que le trajet du spectateur, il est hyper intéressant pour ça, parce qu'il est très grand. Vous n'êtes pas que au niveau, quand je vous disais les différentes dimensions, et le côté méta en l'occurrence, là, il n'est pas que un trajet d'histoire avec un personnage qui a un trajet et à travers l'empathie ou l'identification à ce personnage, vous allez faire le même trajet émotionnel. Là, vous avez votre propre trajet émotionnel en tant que spectateur qui est complètement différent de celui des personnages du film. Donc je trouve que cette construction, elle est admirable. Voilà. On est interrogé en tant que spectateur sur notre regard, d'autant que dans la troisième partie, il y a des spectateurs personnages, les producteurs qu'on voit en train de voir le film. Enfin, voilà, donc il y a vraiment une mise en abîme qui va très loin par rapport à ça. Et qui raconte un truc, toujours pareil, c'est quoi l'histoire derrière la blague, qui est un truc que, pour le coup, moi je défends depuis très longtemps, que je dis depuis très longtemps, qui est de dire, quand les journalistes disent bon, bah, il a fait un navet, certes, ok, enfin, tous les films ne sont pas bons. En revanche, le verbe faire un navet ne se conjugue pas au présent, en fait, et encore moins au futur. C'est-à-dire, on ne dit pas je vais faire un navet, je suis assez content là. Je suis en train de faire un navet. À un moment, il a un doute quand même. Mais... Oui, non, des fois on a des doutes, oui, c'est sûr. Mais on ne dit pas je suis en train de faire une bonne merde là. Tout le monde est à chier, le scénario. Donc en fait, on fait toujours le mieux qu'on peut, quoi. Et des fois, on se plante. Mais même quand on se plante, c'est jamais que des films. Enfin, je veux dire, c'est quand même des objets qui sont faits a priori. On veut faire plaisir, quoi. Et c'est vrai que c'est un peu comme vous. Enfin, vous arrivez avec un cadeau, enfin, ou un truc. Et quand on vous dit, bah, c'est une vraie merde, c'est vrai que parfois, ça peut être un peu disproportionné. Ou en tous les cas, parfois, ça ne correspond pas à la réalité de ce que nous avons vécu ou de ce que les gens qui ont fait le film ont vécu, quoi. Et donc, moi, ça, c'est l'histoire qui est derrière coupée. Et c'est vrai que j'adhère, enfin, je suis très à l'aise avec cette histoire-là, quoi. On va regarder un deuxième extrait. Alors, j'ai choisi cet extrait parce qu'au début, on a vu le conflit, le fait qu'on était surpris par ce qui s'est passé. Dans cet extrait, vraiment, ce qui s'installe, c'est l'étrangeté et la gêne. Et c'est présent dès le scénario. On parle d'une situation bizarre, des moments de flottement, tout ça est déjà très présent. Donc c'était de ça dont je voulais parler un petit peu, de cette façon d'installer la gêne déjà dès l'écriture et quel rôle ça joue dans la progression du récit. Oui, bah alors ça fait partie des trucs où alors là, ce que je remarque, on a répété 5 semaines ce plan séquence et cette partie-là, elle a été très comment dire, quand ils allaient trop vite, ça marchait pas du tout. Quand ils allaient trop lentement, bah, c'était encore plus chiant que ce qu'on vient de voir. Donc il fallait trouver. Bon, après, voilà. Au final, on est tombé là-dessus. Ça aurait pu être mieux réglé, etc. Mais dans un plan séquence de 30 minutes, finalement, vous prenez la prise qui est la mieux équilibrée, surtout. Bah, c'est beaucoup le timing. Alors le timing, c'est vraiment le truc primordial pour.
puisqu'on est là pour parler de comédie, c'est vrai que le timing, c'est vraiment la clé de plein de choses. Une blague peut être totalement foirée si le timing n'est pas bon. Et donc le montage en comédie est une étape ultra importante. Une comédie mal montée, elle est vraiment massacrée, même avec les meilleures vannes, les meilleurs acteurs. Voilà. Là, il n'y a pas de montage. Et donc voilà. Là, j'ai quand même rajouté des petites conneries. Alors là, je crois qu'on ne le voit pas, mais on l'a pas vu. Mais après, il lui dit, ça fait longtemps que tu en fais. Elle dit, 1 an. Ils n'ont rien à se dire. Il fait, ah ouais, 1 an, c'est long. Puis il attend très longtemps, et puis il fait, c'est très long. Ouais. Et donc c'était quand même une manière un peu de donner un tout petit truc au spectateur, d'être un tout petit peu généreux quand même avec le spectateur, sans trahir, sans que ça ait l'air d'être une vanne. De le rassurer, lui dire c'est vrai, c'est long. Oui, c'est ça, on est d'accord, on sait, mais voilà, surtout qu'on n'en est qu'au début là. Après, avec des phrases, j'ai envie de fumer. Le mec, il s'arrête devant une porte et puis il repart faire en fait, j'ai plus envie de fumer. Enfin, c'est quand même étrange, on se dit qu'il y a quand même un truc derrière, quoi, voilà. Donc ça fait partie des trucs où on essaye de tenir quand même un peu l'intérêt du spectateur. Après, l'autre chose, pareil, hyper importante pour la comédie, c'est la musique. Là, c'est des espèces de petits sons comme des gouttes, quoi, un peu du sound design comment dire, qui raconte du vide. C'est des sons qui ont une grosse réverb et tout ça. On est vraiment dans le vide absolu. Mais c'est aussi une manière de. C'est pas tellement juste pour souligner ou pour illustrer. C'est une manière de dire aussi aux spectateurs t'inquiète pas, on sait où on est, quoi. Voilà. On est dans ce truc, dans un vide, en l'occurrence scénaristique, absolu. En espérant que le spectateur se dise à un moment, je vais comprendre, quoi. Et quand je regarde des films avec mes enfants, mais tout le temps, alors là ils ont 14 et 11, celui de 14, j'allais dire il est un peu con, il est pas con, mais il est... Il a 14 ans, quoi. Ouais, voilà. Oui, donc il est un peu con. Et en fait, ils ont... enfin, comparé à un adulte, je veux dire. Et non, mais ils sont tout le temps à demander... mais pourquoi il fait ça? Mais quand il y a un nouveau personnage, mais c'est qui lui? Et je passe leur temps à leur dire faites confiance aux réalisateurs. Surtout, j'essaie de leur montrer des films bien. Je leur dis, je vous jure, c'est des bons réalisateurs. Faites-lui confiance. Ce qui est intéressant, c'est que là, c'est vous qui faites confiance au public, en fait. Bah, total. Et des fois, je me suis planté parce qu'il y en a plein qui sont partis avant la fin du plan séquence. J'ai eu des commentaires sur Allociné, mais de gens ultra en colère. Mais c'est marrant comme quoi les gens veulent voir un peu ce qu'ils veulent, parce que j'ai eu pas mal de commentaires en disant bah, alors voilà le film exemplaire pour montrer l'incurie du cinéma français, et cette merde va à Cannes, mais moi je suis parti au bout d'un quart d'heure tellement c'est mauvais et tout ça. Donc bon, mais si vous voulez, ce début de film correspond totalement à l'idée qui se font du cinéma français. Bon, donc voilà. Ça fait un peu peur. Ouais, ça fait un peu peur. Ouais. Vous parliez de la musique, c'est déjà dans le scénario d'ailleurs, le fait qu'il y ait une référence comme que la musique n'est pas synchro, donc il y a déjà cette référence-là à la musique. Et je pense que c'est une des choses que vous avez ajouté, le personnage de Fatih, qu'on va voir plus tard, et tout ce travail aussi sur le décalage de la musique. Là, on le voit un petit peu, mais on le voit tout au long du film. Ça arrive rarement au bon moment. Oui, bah c'est dur de faire de la musique en direct. C'est vrai que ce personnage n'existe pas et la ligne musicale n'est pas une ligne narrative dans l'original. Et je trouvais que ça manquait parce que d'abord, il y avait matière à créer des décalages qui, là encore, questionnaient un peu le spectateur ou le déstabilisaient. Et donc, par exemple, j'ai rajouté la scène où il se faisait bloquer, où le cadreur se fait bloquer. Avec son truc, là, son mousqueton, et donc il est bloqué, il peut pas faire mais on a un plan tout nul comme ça d'un poteau et une musique à fond qui est à bloc, genre il se passe plein de trucs, quoi. Donc je trouvais que c'était marrant effectivement de rajouter ce personnage-là et de décaler complètement la musique avec ce qu'on fait. Alors des fois il fait le sound design, il met les sons de coups et tout ça, donc des fois je les ai décalés, mais un tout petit peu. Alors je suis même pas sûr que ça se voit vraiment, mais bon, c'est pas grave.
ça fait partie des trucs, si vous voulez revoir le film, le DVD est en vente, donc vous pouvez... Mais donc voilà, non, ouais, c'est marrant de jouer là-dessus, ouais. Oui, la musique raconte quasiment un autre film, ou en tout cas, la musique n'est pas au même moment du scénario que les acteurs, clairement, quoi. Ouais, exactement. Ben, en fait, c'est quand même une espèce d'exercice de déconstruction de la fabrication d'un film, et je trouve que la musique, par exemple, je suis président de la FEMIS, et je suis toujours, je leur dis, on n'enseigne pas la musique ou l'utilisation de la musique à la FEMIS. Je trouve que c'est une absurdité. La musique est ultra importante dans tous les films. Elle est ultra importante dans la comédie, évidemment. Parce que justement, elle peut soit créer le point fixe, parfois, elle peut créer le contrepoint, elle peut vous donner le signal que c'est drôle, vous pouvez y aller. Elle a vraiment un rôle de... comment dire elle vous met dans un état émotionnel sans même que vous vous en rendiez forcément compte. Elle joue à un niveau qui fait qu'elle force votre... Elle attire votre attention à un endroit émotionnel ou à un autre. Donc elle peut complètement guider, elle peut permettre le rire ou l'empêcher, la musique. Donc oui, je trouvais ça marrant dans un peu un exercice de déconstruction de la fabrication d'un film, d'intégrer la musique. Ouais. Parler de la confiance qu'il fallait faire au public. Là, on est vraiment dans une sorte d'inconfort dans cette scène, avec le temps d'attente, etc. Il y a aussi des indications sur le jeu des comédiens, donc on va demander volontairement aux comédiens de mal jouer. J'imagine que c'est assez complexe de jouer un comédien qui joue mal. Ça aussi, c'est déjà présent dès l'écriture. C'est pas qu'il joue mal, c'est qu'il est trop décontracté dans son approche du jeu. Ah, j'ai mis ça dans le... ouais, d'accord. Il s'adresse à la maquilleuse de manière beaucoup trop décontractée. Donc il y a des indications sur le jeu des comédiens. Oui, alors parfois... alors déjà, il y a aussi un autre truc. Souvent, j'ai remarqué qu'il y a des choses qui sont nécessaires au scénario parce que vous vous adressez à un lecteur et qui ne le sont plus du tout, qui deviennent totalement obsolètes une fois que vous avez tourné et que vous êtes en montage. Donc, c'est toujours... Enfin, moi, d'abord, je co-signe mes films comme monteur, parce que je les monte. Et le montage est vraiment... Enfin, pour moi, l'écriture, elle est en 3 phases. Elle est écriture du scénario, tournage et montage. Et vraiment, c'est indissociable. Le montage c'est là où vous terminez l'écriture, quoi. Et souvent, enfin, il y a toujours une phase où vous devez aller chercher les choses qui étaient nécessaires au scénario, qui ne le sont plus. Bon, là, c'est une indication, mais qui permet quand même d'avoir une idée de ce qui se passe, de pourquoi les gens se parlent comme ça. Donc ça s'adresse au lecteur. Si Finnegan avait voulu faire un peu autrement, il pouvait faire autrement, c'est pas le problème, mais en tous les cas, le lecteur, à ce moment-là, comprend de quoi on parle, et que ça flotte à bord, etc. Après, sur l'histoire de jouer mal, ils n'arrêtaient pas de me dire ça, les acteurs me disaient mais là on joue mal, et en fait j'étais mal à l'aise. J'ai dit non, vous jouez pas mal, en fait vous jouez hyper bien un acteur qui n'a pas de texte, donc vous jouez, mais moi, enfin Finnegan ou Bérénice ou Mathilda, vous devez très bien jouer, commencez pas à vous amuser à mal jouer, c'est pas du tout ça, mais votre situation, c'est pas bon, il y a eu l'armée japonaise et tout, non, pas du tout. Votre situation, c'est putain, mais qu'est-ce qu'on fout là, enfin, on va jamais y arriver. Mais c'est ça qu'il fallait bien jouer. Donc il n'est pas du tout question. Moi, je crois que j'ai jamais demandé. Si, j'ai un peu demandé à des acteurs de jouer mal sur mon premier film, parce que ça se passait dans des sitcoms et tout ça, mais normalement, non. J'aime bien quand les acteurs jouent bien. T'as à tout prendre. Oui, les acteurs du film, dans le film, jouent en toute sincérité. C'est juste qu'ils savent quelque chose que nous, à ce moment-là, on ne sait pas. C'est qu'eux, ils ont tout le hors-champ qu'on va découvrir après. Ouais, exactement. Et donc, justement, on va passer au prochain extrait. On peut le lancer. Il y a 15 petites secondes qu'on connaît maintenant. Donc, le prochain extrait, on a fini le plan séquence de 32 minutes et on va commencer à comprendre ce qu'on vient de voir. Donc là, on comprend mieux où on a mis les pieds au début. Vous donnez une partie des clés de ce qui va arriver. On comprend que c'est un film pour le câble, un film de zombies, un film en plan séquence. C'est vraiment un début de mode d'emploi du film qui arrive au bout d'une demi-heure, certes, mais enfin c'est quand même le début du mode d'emploi qui est donné à ce moment-là. Très long extrait de scénario. Ouais, tout à fait. Oui, ça c'est le truc scénario. Après, ce qui était intéressant, c'est l'irruption de cette actrice dans une scène comme ça. Elle est dans le film original, elle a une personnalité, une énergie complètement incroyable. Et
Et donc là, vous continuez d'écrire, en fait. Ou elle continue d'écrire, à vrai dire. Ou vous écrivez à deux, c'est-à-dire qu'elle vient avec un matériau de fiction, en fait. Et c'est pas du tout un acteur qui est... Romain Duris, il se met derrière le personnage, etc. Elle, voilà. Donc on compose un peu aussi avec ça. Et ce décalage entre les personnages est déjà quand même à l'écriture. Il y a un décalage entre Mounir et Rémi, et il y a un décalage entre Rémi et la productrice. Après, évidemment, le jeu vient complètement réinterpréter ça, mais ce décalage-là est déjà présent, et c'est ça qui nous fait rire, c'est qu'ils ne sont pas du tout sur la même longueur d'onde pendant tout un temps, en tout cas. C'est sûr. Alors ça, au niveau du scénario, ça, je pense que tout le monde a à peu près saisi les enjeux, etc. Vous êtes toujours mieux dans une scène. Comment dire ? Alors là, si on rentre vraiment dans l'écriture des séquences purement scénaristiques, qui est une partie de la comédie, à mon avis, de cette séquence. Bon, c'est un peu un cliché de le dire, mais vous êtes toujours mieux quand plus les conflits sont dynamiques et plus les décalages des personnages sont dynamiques. C'est-à-dire une scène où tout le monde veut la même chose est une scène chiante, c'est sûr et certain. Enfin, je veux dire, si on dit allez, allons-y les gars, oui, on y va, tout le monde est d'accord, ouais, allons-y, et ils y vont. Franchement, ça sert pas à grand-chose de la filmer a priori, quoi. Donc oui, chacun a un peu son truc, et après il y a ce qui s'adresse aux spectateurs, ce qui se joue devant nous donne une clé de compréhension de ce qu'on vient de voir, effectivement. Donc ça, c'est un degré supplémentaire. Là, alors moi, je suis pas un fou des impros, mais par contre, je suis très ouvert à garder la porte ouverte à ce qui peut se passer. Je vous dis, j'aime pas trop les impros. Là, par exemple, il y a un truc c'est ce que je regardais. Je crois que c'est pas dans le scénario. Il n'y a pas chaussures, c'est ça que vous cherchez ? Non, voilà, exactement. C'est un des trucs les plus drôles, évidemment. C'est pas dans le scénario, effectivement. En fait, c'est juste que Lies, il a fait non, mais c'est chaud, c'est sûr. Et donc moi, je lui dis c'est chaussures. Et donc il m'a dit mais je le dis, je lui dis ouais, franchement c'est marrant quoi, c'est chaud, c'est sûr, c'est chaussures. Enfin, je trouvais que ça sonnait vraiment bien quoi. Ça marche bien. On aurait dû une pub pour, j'imagine, pour des chaussures. Et du coup, ça a été fait, mais même la construction de la scène, enfin, faudrait relire, mais je pense qu'elle a changé avec l'énergie de cette. Par exemple, il y a un truc, je pense. Le rire n'est pas aussi développé dans le scénario, effectivement. Ça, mais même, il y a une phrase qui, à mon avis, est assez importante, qui est elle est très enthousiaste. Elle ne doit pas être, mine de rien. Si le personnage du producteur ne disait pas elle est très enthousiaste, tu verras. La scène n'est pas du tout pareille pour moi. C'est-à-dire que tout d'un coup, on fonctionne sur une espèce de décalage culturel, j'imagine, a priori, avec vraiment deux camps un peu qui n'ont un peu rien à voir. Alors que là, en disant elle est très enthousiaste, tu verras, il l'accueille, souvent, vous avez des personnages qui amènent, qui font le lien entre le spectateur. Et en fait, ça m'amène. Alors, pardon, je vais faire un truc, je fais un pont, mais c'est une anecdote, vous allez voir, passionnante. Non, mais quand je tournais The Artist, il y a une scène qui ne marchait pas du tout sur le plateau, parce que ça me rappelle ça. C'était la scène où c'est la première fois. Enfin, la deuxième fois que le personnage de Dujardin voyait le personnage de Bérénice, et en fait, il est sur le plateau, elle est figurante, puis il y a des techniciens qui passent avec une feuille de décor, et ils voient les jambes qui dansent, et il y va, et ils dansent chacun de jambes, les jambes se répondent. Et en fait, c'est très, très, très mise en scène, en fait, c'est très fabriqué comme mise en place. Et dans la première mise en place, c'était tel que je voulais raconter, c'est-à-dire que les gars s'arrêtaient, ils voyaient, ils s'approchaient, ils faisaient le truc et tout ça, et en fait je me suis dit c'est trop fabriqué. Et donc c'est la seule fois où ça m'est arrivé, mais j'ai dit il faut que excusez-moi, on s'arrête, et il faut que je trouve une solution scénaristique, parce que là vraiment ça ne marche pas, enfin c'est bidon quoi. Et en fait, j'ai juste rajouté un tout petit truc, mais qui pour moi fait que la scène au final fonctionne, c'est que je me suis servi du personnage de Dujardin pour mettre en scène cette situation. C'est-à-dire que les gars arrivent et il leur dit stop, stop, c'est lui qui les arrête. Donc les gars lui répondent comme ça, il vient, il fait son numéro, mais quelqu'un à l'intérieur de la scène a mis en scène
un truc qui est très fabriqué. Et du coup, ça passe tranquillement. Et là, pour moi, Elle est très enthousiaste fait un peu le même rôle. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est très en force. Une nana qui est complètement hystéro, on dirait un personnage de manga, elle rit pour n'importe quoi. Et tout d'un coup, il y a un gars qui la connaît et qui dit « Ouais, tranquille, elle est comme ça, t'inquiète pas, c'est de l'enthousiasme. » Et voilà. Donc du coup, pour moi, c'est une phrase qui est hyper importante dans la séquence. Il y a un outil qui crée du comique aussi dans la séquence qui vient 2 fois, c'est l'ellipse. Il y a 2 ellipses. La première, c'est quand Rémi est dans l'ascenseur et on lui demande si la bonne personne, il répond pas, et on arrive directement dans le bureau, et là on lui dit, il dit quoi, un film de zombies? Donc il y a une ellipse assez drôle qui fonctionne, et ça remarche aussi à la fin quand il ne donne pas sa réponse dans le bureau du producteur, mais qu'il la donne à sa femme après dans l'appartement. C'est aussi un moyen de créer une chute, un décalage qui amène du comique. Ça permet d'aller un tout petit peu plus vite. Le spectateur, il va beaucoup plus vite que vous en général. Donc ça permet faut vraiment pas oublier ça. Ils vont très, 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 très vite. Ils comprennent. Donc si vous donnez au spectateur ce qu'il attend, c'est toujours le même dilemme. Si vous lui donnez ce qu'il attend, il n'est pas content. Si vous lui donnez pas ce qu'il attend, il n'est pas content non plus. Donc il faut à la fois lui donner... être présent au rendez-vous, mais en même temps lui donner autre chose pour qu'il soit surpris. Donc ça, c'est vrai que ça permet d'aller un tout petit peu plus vite. Après, moi, alors dans tous mes films, dès qu'il y a un ascenseur, il y a en général, il y a de la musique. Il y a en général, c'est une bossa nova. Mais dans la vraie vie, il y a rarement de la musique dans les ascenseurs. Mais c'est vrai que j'aime bien, ça donne un peu ce côté, un peu comme quand on attend ce petit moment un peu con comme ça dans un ascenseur. Donc voilà, oui, c'est des ellipses. C'est pas à une époque, il y a un truc qui se faisait que je trouvais vraiment génial. Je voulais faire une parodie de ce truc-là. Il faisait des scènes où les gens avaient une discussion complètement fluide, mais dans 5 lieux différents. Par exemple, ils se levaient et disaient « Dis donc, t'as pensé à acheter du pain ce midi ?» Après, ils marchaient dans la rue. « Bah non, j'ai pas pu y aller. » Après, ils étaient dans le bus. « Bah, il faudrait en acheter pour ce soir. » Et puis, ils arrivaient au boulot. Ils disaient « Bon, bah ok, je vais... » Enfin, une unité de temps dans les dialogues complètement déconstruite. Je trouvais ça quand même génial, parce que concrètement, ça raconte que le mec a mis 1 heure avant chaque réponse, quoi. Tu vois, c'est complètement fou, ce truc. Mais donc là, c'est pas ça, mais c'est juste des petites ellipses, effectivement, qui permettent de mettre des mini coups d'accélérateur dans la narration. Ouais. Est-ce qu'on comprend à ce moment-là? Après, moi, j'aime beaucoup, parce que encore une fois, c'est le timing qui est important. Et ça, c'est mon truc. Mais moi, j'aime bien m'arrêter ou prendre mon temps là où normalement on va vite. Et aller très vite là où normalement, voilà. Par exemple dans OSS, bon, vraiment je parle que de mes trucs, mais bon c'est comme ça. Hein, mais dans OSS, tous les moments où on prend notre temps sont vraiment les moments qui sont ultra pas intéressants dans les films d'espionnage. Et normalement les trucs intéressants dans les films d'espionnage, là ça va hyper vite. Par exemple dans le 2, il rentre dans le bureau de la CIA. Dans un film d'espionnage, normalement, on se dit, attends, comment le mec va rentrer dans le bureau de la CIA, qui a priori est un bureau bien gardé et tout ça. Dans OSS2, le seul problème qu'il a, c'est de trouver une place et de bien se garer, de faire aller-retour, faire attention à sa voiture et tout. Et le plan d'après, il est dans le bureau. Mais c'est vrai que j'aime bien aller dans ces espaces de fiction qui, normalement, sont toujours dans les ellipses, quoi. Et en fait, là-dedans, il se niche pas mal de trucs drôles, je trouve. Mais voilà. Après, OSS fonctionne aussi sur... comme c'est un pastiche, tout le monde a vu tellement de films de James Bond, tout le monde a vu tellement de films d'espionnage, de polar, de Hitchcock, etc., qu'en fait, derrière OSS, il y a le fantôme de tous les films qu'on a vus, ce qui fait que on sait très bien que s'il veut, ou si le scénariste veut, le gars va réussir à crocheter. Là, donc en fait, on s'en fout. En fait. On sait qu'il est rentré, puis voilà quoi. Dans cette séquence, on comprend aussi que le vrai antagoniste du film, ça va être la réalité, en fait, le principe de réalité qui va faire gripper tout le tournage. Et on va lancer le 3e extrait. Le principe de réalité, c'est aussi les humains et leur imprédictibilité. Et dans ce 3e extrait, on va rencontrer une partie des personnages, ceux qu'on a déjà vus et d'autres qu'on n'a pas encore vus. J'ai laissé une petite ellipse parce que ça me faisait plaisir quand elle est très très calme. Ça va aller.
Oui, ça a été fait à peu près 16 millions de fois, mais oui, ça... Oui, mais ça fonctionne bien. Ce que nous montre cet extrait, c'est qu'en fait, peut-être qu'on aurait pu prévoir ce qui allait se passer. Et là, nous, en tant que spectateurs, on prend un plaisir, évidemment, à voir qu'il y a un acteur diarrhéique, il y a un acteur alcoolique, il y a un acteur qui se prend un petit peu la tête. Ça ne va pas aller, en fait. Oui, on est un peu au début de la deuxième partie, enfin au milieu de la deuxième partie, je dirais. Et effectivement, là, les choses commencent un peu, les pièces du puzzle commencent à se mettre en place. Là, pareil, je vais reparler, mais de l'importance de la musique. C'est-à-dire que l'idée de la musique, là, est une espèce de petit truc qu'on met juste en règle générale dans les films de guerre, quand les mecs préparent un peu l'attaque, le truc et tout ça. Et... donc c'est en fait l'état dans lequel ils sont tous, quoi. C'est genre ok, on va y aller les gars, on va faire ce qui est quand on commence la préparation d'un film, on est tous à bloc, quoi. Et effectivement après en règle générale on est emmerdé tout le temps par la réalité, quoi, les choses qui ne fonctionnent pas. Mais donc elle met un peu comment dire, ce qu'aurait dû être cette séquence là, quoi. Donc la musique crée ce décalage. Et oui, on voit, et après on voit des personnages, alors avec deux personnages qu'on ne connaît pas, qu'on n'a pas vus, puisqu'ils vont être remplacés. Mais oui, on voit déjà. Alors, donc on a pris c'est un long plan séquence, un autre plan séquence qui fait écho au premier plan séquence raté, enfin maladroit, disons. Et effectivement, on découvre un peu tous les personnages dans leur dans leur vraie vie en tant qu'acteur et tout ça. Et champagne, quoi, carrément. En fait, on aurait pu prévoir, mais il y a un procédé qui fonctionne là, c'est une sorte d'ironie comique, c'est comme une ironie dramatique, c'est-à-dire que le spectateur a des informations que les personnages n'ont pas. Donc nous, comme on a vu ce qui va se passer, évidemment, on a de l'avance sur les personnages, et c'est là aussi que se crée le comique, et que nous, on rigole de ce qu'on voit, parce qu'on anticipe. Oui, c'est toujours le décalage. Alors, ça, pour le coup, c'est un principe de tragédie. C'est-à-dire, on sait très bien que les personnages vont là où ils vont, et eux, ils ne le savent pas forcément. Donc, effectivement, dans la comédie, ça peut être soit ça, soit le contraire. Mais c'est vrai que quand on a un temps d'avance sur les personnages, oui, ça peut être un procédé... ce qu'il y a, c'est qu'il ne faut pas être, en règle générale, il ne faut pas être en retard sur les personnages. C'est-à-dire, moi j'aime bien ça. Il peut y avoir, Hitchcock il disait, il y a deux trucs, il y a soit le suspense, soit la surprise. Tout le monde connaît ça, non? Donc soit vous savez qu'il y a une bombe dessous, soit vous ne le savez pas et c'est une surprise. Donc vous jouez tout le temps un peu avec ces deux trucs. Mais c'est vrai que ce que lui traitait comme du suspense, c'est-à-dire le spectateur est au courant de quelque chose dont les spectateurs ne sont pas au courant, ça permet une dynamique, c'est-à-dire que vous comprenez, vous voyez des personnages se tromper, errer, etc. Et vous savez exactement comprendre ce qu'ils font. Et ça me fait penser à un autre truc, par exemple, sur OSS 117, j'étais assez étonné de voir qu'il y avait des enfants de 8 ans, 9 ans qui étaient fans du film. Et je pensais que c'était un film un peu plus sophistiqué. Mais bon, ils adoraient le film et tout. Et c'est Jean-Loup Dabadi, le très grand scénariste, qui pour le coup, vraiment m'a appris un truc et qui m'a expliqué. Il m'a dit, mais non, mais en fait, ton personnage ne comprend absolument rien à l'histoire qui se passe autour de lui. Et il se fait trimballer d'un truc à un autre en découvrant en même temps que les choses arrivent. Et c'est exactement le statut social de l'enfant. C'est-à-dire qu'il ne comprend rien, en fait. Il se fait promener, tout ça. Et donc, il est en empathie totale, en identification totale avec OSS, parce que visiblement, des choses se passent autour de lui. Et lui, voilà. Mais il a toujours un temps de retard. Donc... c'est vrai que c'est important enfin, je dis ça, mais en même temps, il peut y avoir des contre-exemples. Moi, j'aime bien aussi quand il y a du mystère. J'aime bien ne pas tout comprendre, par exemple. Souvent, par exemple, chez les frères Cohen, il y a vraiment des moments où je ne comprends pas, mais je trouve ça génial, quoi. Et j'aime bien quand il y a un peu du mystère. Mais là, effectivement, ça fonctionne sur le fait on a un long temps d'avance sur eux, quoi. C'est-à-dire, on voit où a commencé la connerie, mais vraiment dès le début, quoi.
Et dans la troisième partie, on va à nouveau avoir un temps, en tout cas, de décalage par rapport à d'autres personnages, puisque eux, par exemple, ont le scénario et voient que ça se passe pas comme prévu, alors que nous, on ne le sait pas. Donc il va y avoir à nouveau un jeu par rapport à ça, où on est à la fois en avance, en retard, et on a certaines informations et d'autres nous manquent, quoi. Donc ça, on le retrouve après l'effet de surprise, du coup. Oui, alors moi, j'ai quand même essayé de savoir quel aurait été le vrai film s'il l'avait réussi. Mais on ne le voit jamais dans le film. Mais j'avais quand même besoin de savoir à peu près. Bon, il n'est pas ouf non plus, hein, je vous dis, c'est pas... Mais je me disais, quand même, Rémi, il aurait voulu faire un film quand même pas mal, quoi. Et donc, ça permet d'avoir des trucs quand même un peu plus cinématographiques que juste une espèce de fiasco total. Voilà. Donc oui, il y a cette ligne-là où il y a un scénario qui aurait dû se passer. Et effectivement, la script, par exemple, dit elle peut faire ci, elle peut faire ça, ou la fille de Rémi dit on peut passer page 17 et tout. Nous, on n'est pas au courant de la page 17. Mais le film ne se passe pas là à ce moment-là. On est dans un truc. Là, il improvise. Nous, évidemment, on ne sait pas qu'il improvise. Et donc, ça amène un degré de lecture encore différent. Il parle de la première scène, en l'occurrence, qu'on a vu tout à l'heure, quand Rémi s'énerve sur le comédien. Nous, on ne sait pas qu'il improvise à ce moment-là. Non, mais on se dit qu'il y a quand même une furieuse coïncidence avec ce qu'il a vécu avec l'acteur et avec l'actrice. On sent quand même que le mec, alors en disant il improvise, ça permet de visser l'idée que le mec est en train de se lâcher totalement et qu'il leur dit leur cas de vérité à tous et que du coup il implique un truc, enfin il impose un truc. Cette scène justement qu'on vient de voir va contribuer à caractériser les personnages et à travailler sur les stéréotypes, notamment à la fin avec le personnage de Raphaël qui s'emporte complètement dans son rôle et qui vient jouer un niveau de jeu qu'on n'attend pas dans un film de zombies. C'est aussi cette scène-là l'occasion de jouer de ça, des stéréotypes, des personnages, de la mère au travail, de l'acteur très impliqué. Voilà. Est-ce que la comédie, c'est aussi ça, c'est jouer de ces stéréotypes quand on construit ces personnages et les amener là où on ne les attend pas ? Oui, ça rejoint un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure sur donner ce qu'on attend. On a envie de voir un acteur un peu chiant comme ça, mais en même temps, de quelle manière, etc. Moi, j'aime bien qu'il soit un peu... Enfin, en gros, il a été sur Wikipédia, il a regardé Zombies, et il a l'impression qu'il a vachement bossé, et donc il nous ressort le truc sur les zombies, etc. Je vous dis franchement, c'est ce que j'ai fait aussi. Donc il redit à peu près ce qu'il y a dans la portée politique des zombies. Après, c'est comment vous le faites, de quelle manière. Il y a ça, il y a aussi les premières lectures avec des acteurs, c'est toujours vachement marrant parce qu'il y a des acteurs qui arrivent et qui vont tout lire à plat, juste comme ça, nanani nana, et puis il y en a qui vont vouloir jouer direct, donc les autres, ils les regardent comme ça, genre ah merde, putain, je savais pas qu'il fallait jouer. Il y en a qui connaissent complètement le texte, alors ils sont là, ils disent le texte et tout ça, et donc les autres sont putain merde, moi j'ai pas du tout appris mon texte, je suis en retard et tout ça, donc c'est assez marrant, c'est des moments marrants. Après, moi, dans mon idée, c'est des moments marrants, mais qui toujours pareil, l'histoire derrière, elle ne concerne pas que les acteurs en lecture. C'est des rapports sociaux, c'est-à-dire 4 personnes ont une mission, il y en a un qui est à fond, il y en a un qui y va, il y en a un qui est plus discret. Donc c'est des rapports humains, en fait. Donc voilà, ouais. Mais lui, alors il s'appelle Raphaël Barrel. Il prend son travail extrêmement au sérieux. Donc quand Louis Garrel a vu le film... il m'a dit, dis donc, c'est moi en fait. C'est un hommage. C'est un hommage. Je lui ai dit, mais non, mais carrément pas du tout et tout. Il me dit, Barrel, Garrel. Et je lui ai dit, écoute, alors franchement, mais pas une seconde. Non, mais en plus, pas une seconde, parce que Garrel, il n'est pas du tout comme ça. D'abord, c'est un très grand acteur. Mais non, réellement, pour le coup. Pas comme Duris, non, mais alors là. Encore une fois, c'est une blague totalement gratuite. J'espère qu'il ne verra jamais ça, parce que. Mais non, il est non, pas du tout. Mais après, par contre, comment il s'appelle, Finnegan, Oldfield, en travaillant, lui, il était carrément en introspection. Il disait putain, mais moi des fois, je suis hyper chiant et tout sur les plateaux, je m'en rends compte et tout. Non, mais je peux me prendre vraiment trop au sérieux, putain. Et donc lui, ça lui faisait tout bizarre. Après, il s'est amusé à le faire, mais ouais, ça l'a changé un peu. Alors, on va regarder le dernier extrait que j'avais choisi. Ça va nous permettre de découvrir le hors-champ. Et donc, c'est l'espèce de satisfaction ultime du spectateur. Et on va voir aussi le film en train de se faire, les gens en train de regarder le film en train de se faire. On a déjà parlé pas mal de tout ça, mais on va voir ça dans l'extrait. Alors,
J'ai choisi cet extrait parce qu'il est très drôle, bien sûr, mais aussi parce qu'on revoit un gag qu'on a déjà vu dans le premier extrait qu'on a montré tout à l'heure. Et donc, c'était une des questions que j'avais envie de vous poser. Comment vous avez choisi ce qu'on revoit du premier film ? Parce qu'on voit l'envers du décor, mais on revoit aussi certaines scènes, notamment les zombies, qui nous ont tous fait rire 2 fois. Donc, comment est-ce qu'on choisit les gags qui vont être montrés 2 fois ? C'est pas très théorique, pour le coup. C'est vraiment... la troisième partie, pour moi, était extrêmement complexe en montage et en mixage. Après, tout à l'heure, je vous disais, ouais, mais c'est le scénariste et tout qui fait le truc et tout. C'est vrai, mais j'essaie quand même vraiment de soigner la réalisation. Un des ennemis, je trouve, des films en général, mais encore plus sur la comédie, je dirais, c'est la confusion. C'est-à-dire que dès que vous êtes un peu confus dans l'espace ou dans le temps ou dans le truc, souvent, je trouve, en tous les cas, moi, dans mes trucs à moi, c'est souvent des logiques qui se mettent en place, la comédie, et donc il faut absolument respecter cette logique. Dès que vous prenez un peu vos libertés avec cette logique, il y a un truc qui est un peu confus, qui fait que ça marche moins bien. Quand c'est, on dit toujours mathématique, mais en tous les cas, quand c'est vissé, et quand c'est vraiment logique, par exemple un film comme Un jour sans fin, on dirait une équation mathématique. Le truc est d'une logique absolument implacable, ou Retour vers le futur. Et c'est tellement bien fait que vous êtes... il y a un plaisir énorme de quelque chose, d'un contrat qui est respecté avec vous. On ne triche pas avec ça. Alors là, le montage, il servait vraiment à ça, c'est-à-dire de dire, vous allez revoir la même chose. Alors, il y a des ellipses, il y a des moments... Là, il y en a une. Évidemment que je vais bouger le temps et tout ça. Mais malgré tout, j'essaie de respecter à mort. Et au son, je vous parlais du mixage, parce que là, le spectateur, normalement, il a plusieurs cerveaux. C'est-à-dire qu'il sait, il a le souvenir de ce qui s'est passé. Donc, de temps en temps, il faut quand même que je lui remontre. Donc, c'est là où vous me dites comment vous le choisissez. De temps en temps, il faut que je lui remontre ou que je lui fasse ressentir ou revoir ce qu'il a ressenti à un moment. Donc, la longueur. Mais la longueur, c'est un truc qui est vraiment traître. Il y a des choses qui sont très difficiles à filmer, je trouve, la longueur, l'ennui, des trucs qui sont pas très cinématographiques. Donc il faut le faire un peu. Donc là, j'ai pu couper en 2, et la deuxième partie du truc se lit sur le visage de la script. Mais j'ai besoin de faire des petites piqûres de rappel aussi. Et des fois, ça m'a aidé parce que j'avais aussi, soit j'avais pas les plans, soit, ça me permettait de faire une ellipse, etc. Donc plus bricoler. Mais dans l'idée, ça me servait beaucoup à rappeler au spectateur, c'est ça que tu avais vu. Mais le spectateur, à ce moment-là, il a donc le fantôme de ce qu'il a vu. Il a la situation de making-of sur le plateau, donc avec les acteurs, c'est-à-dire le miroir exact de ce qu'il a vu, mais le miroir exact qui peut être du point de vue d'un autre acteur, du point de vue du caméraman, du point de vue... Donc il faut qu'il soit complètement à l'aise dans l'espace visuel et sonore de ce truc-là. Mais il a aussi la régie, avec plusieurs personnes, dont le mec qui fait la musique, donc ça c'est encore un autre cerveau sur le truc sonore, de ce qu'il a entendu, etc. Et la productrice. Donc en fait, c'est quand même... Et tout ça qui doit aller très très vite. Donc c'était, oui, un exercice, je dirais... la troisième partie, autant la première partie, c'est un exercice compliqué parce que c'est un plan séquence, autant la dernière, c'est vraiment du montage et la mise en place le plus précisément possible de différents espaces sonores ou physiques, quoi. Alors, moi, j'aurais encore pas mal de questions, mais je m'aperçois qu'on est un peu limité dans le temps. Donc, peut-être qu'on va ouvrir la discussion avec la salle. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont des commentaires ou envie de prendre la parole pour poser une question. Est-ce qu'il y a une courageuse ou un courageux? Ah, je vois une main ici, juste derrière la caméra, là au milieu. Merci, bonjour. Bonjour. Oui, tu disais que le cadre de travail doit être assez précis. Est-ce que tu penses que dans ce cadre de travail précis, ça nous permet de nous octroyer un maximum de folie, finalement? Alors donc,
Alors du coup, merde. Alors, est-ce que la caricature est un outil du moment qu'elle n'est pas basée sur des préjugés, et puis après le cadre de travail pour s'en échapper? Moi, j'ai essayé d'étudier vraiment les techniques de scénario classiques, les principes de scénario, et tout ça pour arriver à la conclusion que quand vous faites de la comédie, c'est bien de connaître tous ces principes, mais c'est pour pouvoir les exploser complètement. Donc, caricature, pas caricature, pour moi, il n'y a pas de loi. Ça dépend tous les films, je pense, vous avez un quart d'heure de crédit. C'est-à-dire vous avez un quart d'heure pour expliquer les règles du jeu de votre film. Tout le monde peut croire à ce qu'on a recréé des dinosaures dans Jurassic Park, mais si vous faites venir un dinosaure au bout d'une heure d'un film des frères Dardenne, ça va faire vraiment bizarre, quoi. Donc, votre premier quart d'heure dit les règles du jeu. Si dans vos règles du jeu, vous avez droit à la caricature, il y a zéro problème pour mettre des caricatures, évidemment. Sur l'histoire des préjugés, c'est toujours pareil, c'est de quoi on rit. Et sur OSS, je pense que le mec balance des préjugés les uns après les autres, mais on sait de qui on rit. On rit du gars qui est en train de les balancer. Mais ça demande, justement, dans le premier quart d'heure et même dans le 1 un peu plus longtemps, ça demande d'être très explicite sur les règles du jeu et sur le film doit se présenter. Je ne crois pas aux blagues rassos comme ça qu'on balance l'air de rien. Je pense que toutes ces blagues-là doivent être très très sécurisées. Et après sur la distance, ça me faisait penser à un truc quand vous disiez prendre de la distance. C'est vrai que moi je crois aussi que souvent les choses sont marrantes quand on prend de la distance par rapport et qu'on n'est pas le nez dessus. Et en tant que réalisateur, je crois énormément au plan large dans la comédie parce que physiquement, on prend de la distance et physiquement, on se met à distance de nos personnages et ça permet d'avoir du recul et d'en rire. Quand on est trop en gros plan, je trouve qu'on est tellement avec eux que finalement, je me méfie pas mal de l'abondance de gros plans dans la comédie et je trouve qu'il faut savoir alterner. Les plans larges sont les plus compliqués à faire parce qu'ils sont plus compliqués à éclairer, à mettre en place, à composer. Il faut que les acteurs jouent ensemble, etc. C'est pas les plus payants quand on est sur le plateau. Les plans moyens et les plans serrés sont plus payants parce qu'ils sont immédiats sur l'acteur. Mais au montage, tout d'un coup, de prendre de la distance par rapport à ce que vous montrez, je trouve que c'est primordial. En tous les cas, moi, c'est un outil dont je me sers beaucoup. Et l'autre question... Par rapport au cadre, ou en tout cas au point de référence qui permet de s'échapper aussi, et ce cadre permet d'en sortir, quoi, finalement, et d'apporter la folie. Oui, enfin, vous me demandiez si ça permet la fantaisie. Là, c'est pareil. Chacun a sa sauce et chacun a ses manières de faire. Il y a les Marx Brothers, je crois qu'il y a le cadre, il y a toujours un cadre rigide, il y a toujours cette femme, Margaret Dumont, ils sont à l'opéra, ils sont dans des trucs qui sont très rigides, toujours. Mais peut-être que des films comme Elsa Poppin ou Y a-t-il un pilote dans l'avion sont des films plus fous, dans lesquels il y a moins de... mais Y a-t-il un pilote dans l'avion, par exemple, il faut tenir le rythme d'une blague toutes les 20 secondes, et d'une blague qui fasse marrer. Et puis ils l'ont fait, en fait. Donc je sais... Encore une fois, c'est le truc qui est cool avec la comédie, c'est qu'il n'y a pas de loi immuable. En fait, si vous faites marrer et que ça tient pendant toute la durée de votre film, c'est vous qui avez raison, quoi. Alors, est-ce qu'il y a une autre question? Juste à côté, oui. Il y a plein de questions. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup pour ce film qui m'a fait hurler de rire hier soir quand je l'ai regardé. Je vais être rapide. Vous avez dit qu'il y a plein de spectateurs qui sont partis au bout de 15 minutes. Enfin, en tout cas, vous avez des retours de ce type-là, avec des critiques dithyrambiques. Alors c'est vrai qu'en voyant le plan séquence, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc? J'ai pas trouvé ça mauvais parce que je me doutais qu'il y avait quelque chose qui se cachait derrière, mais j'ai trouvé ça vraiment très bizarre. Et à la fin du film, je me suis posé la question, est-ce qu'il aurait tenté de mettre ce plan séquence en deuxième partie? Alors évidemment pas à la toute fin, parce que ça aurait pas marché, ça aurait cassé tous les effets comiques, mais après ce qui se passe à Paris, donc avec proposition à Duris de faire le film, etc. Et je voulais savoir aussi, c'est vraiment un plan séquence, vous l'avez vraiment tourné en une fois, ou c'est un faux plan séquence? Ça, c'est une question que je me posais. Et
dernière petite chose. Dans le scénario, je vois que vous écrivez beaucoup les intentions, les émotions des personnages. Un truc que j'ai appris à l'école de cinéma, c'est qu'il faut rester très distant, parce que le spectateur il est très distant, donc il ne peut pas comprendre ce qui se passe dans la tête du personnage, il ne peut pas ressentir les émotions. Et puis vous écrivez des trucs comme il est furieux, ou Madame Matsuda demande un truc, voilà, des choses comme ça. Oui, mais sauf que tout ne passe pas par des dialogues. Pour avoir fait un film muet, je peux vous dire qu'il y a des trucs, il faut dire, enfin, c'est des clés de compréhension de la scène. Si vous me mettez, je sais pas, il est furieux, mais moi je mets beaucoup, on comprend que, je crois, où on voit qu'il semble chercher un truc et tout ça. En fait, c'est du jeu. Ce que je n'aime pas, moi, dans les scénarios, c'est la caméra recule et monte et passe au-dessus d'une maison et tout. Alors ça, vraiment, j'en ai rien à foutre. Mais en revanche, ce qui m'aide à comprendre l'histoire, ou ce qui aide l'acteur à comprendre ce qu'il va avoir à jouer, je mets ça dans le scénario, en essayant d'être quand même assez léger et que ça reste agréable à lire, quoi, voilà. La tentation de mettre la première partie à la place de la deuxième, pas du tout, parce que je pense que ça marche, c'est comme ça que ça marche. C'est vraiment le film, l'original, je parle, c'est une belle mécanique, donc je n'ai même pas pensé à bouger cette mécanique. En revanche, le film sur lequel moi je travaillais, c'était tout le contraire, c'est-à-dire que ça se terminait par un plan séquence, mais il n'y avait pas la double lecture. Enfin, si, il y avait un peu la double lecture, mais pas de la même manière. Moi, je racontais une journée catastrophique avec un réalisateur qui arrivait au début, et ça a commencé par... Enfin, s'il y a des réalisateurs dans la salle, vous savez ce que c'est quand vous sortez de la voiture et que vous mettez le pied sur le plateau. C'est là où les emmerdes commencent, en fait. C'est vraiment où vous sortez de la voiture. Donc ça a commencé par ça, et le gars, il avait 18 plans à faire dans la journée, il briefait toute son équipe en disant cette fois-ci, aujourd'hui, vraiment on déconne pas parce que on a 18 plans à rentrer et on doit rendre ce décor. Tout se passait lamentablement et miraculeusement, c'était le plan séquence qui lui donc était une résolution et où on avait vu tous les trucs foirés, impossibles à faire, etc. Miraculeusement, tout s'enchaînait extrêmement bien. Mais c'était complètement une autre construction. Et celle-là, je la trouvais, vous l'avez compris, beaucoup plus brillante. Et donc voilà. Et vous aviez une troisième question qui concerne... Je pense que ça répond aux interrogations. Oui, est-ce que c'était un vrai plan séquence? Alors ça a été tourné plan séquence comment dire, à chaque fois, les 30 minutes. Donc c'est un vrai plan séquence. Mais alors d'abord au son, il y a beaucoup de montage. Beaucoup de montage, parce qu'au son, vous pouvez prendre des prises, et voilà. Et il y a quelques petits inserts dedans d'images, mais qui ont été possibles parce que ça a été tellement répété que le cadreur était à la même place, les acteurs étaient à la même place, le cadreur était à la même focale, etc. Mais il n'y en a pas beaucoup pour une raison très simple, c'est que dès le début, ils se font un peu asperger de sang, et à partir du moment où ils sont aspergés de sang, je pouvais, tu vois, un coup, elle avait du sang ici, un coup, elle avait du sang ici, et tout, donc c'était pas jouable. Donc c'est des mini-choses. Alors j'ai qu'il y a pas mal de questions devant, peut-être faire passer le micro pour en prendre ici, les trois qui sont là. Bonjour, alors moi je suis étudiante en script à l'INSAS et j'ai comme prof Elodie Van Buren qui a été votre script, je pense, si je ne me trompe pas, sur ce film. Qui est super. Qui est merveilleuse. Merveilleuse. Donc elle m'avait un peu expliqué, parce que j'étais très curieuse avant de savoir qu'il y avait cette masterclass. Je lui avais parlé déjà de ce film et elle m'avait expliqué du coup la manière de tourner, que donc, vous avez d'abord commencé par le plan séquence, que vous avez tourné en, je ne sais plus en combien de temps vous m'avez dit, enfin il y avait un certain temps du coup pour ce tournage de plan séquence. Moi, je me demandais, en fait, quel est le recul que vous avez pu prendre entre, du coup, ce tournage de plan séquence et puis après la suite, en fait, du tournage avec tout le backstage, tout le tournage, la préparation, etc. Je me demandais quel était votre recul et quelle était la part de liberté que vous avez pu avoir au niveau de l'ajout ou peut-être de la suppression de certaines scènes, de certaines blagues, de certaines intentions. Parce que, du coup, je me suis dit que le montage devait être hyper fidèle face au plan séquence, mais du coup, à quel niveau vous avez pu un petit peu dévier, ajouter ou non? Est-ce qu'on peut juste peut-être enchaîner les trois questions comme ça Ouais, merci.
Bonjour, moi je voulais rebondir sur ce que vous avez dit tout à l'heure sur le fait qu'il y a certaines blagues, comme des blagues racistes, qui ne sont pas très drôles. Et du coup, j'ai très envie de vous demander depuis un moment, est-ce que vous avez vu l'OSS de Nicolas Bedos? Et si oui, qu'est-ce que ça vous a fait émotionnellement? Alors, on va prendre la troisième question et puis après, on enregistre tout, hein, je le rappelle. Moi, c'était par rapport à le fait que vous dites que vous co-signez le montage. Est-ce que ça veut dire que vous travaillez indépendamment du monteur ou de la monteuse, ou ça veut juste dire que vous êtes tout le temps en salle de montage? Alors, je vais répondre à l'envers. Ça veut dire que je suis tout le temps dans la salle de montage et que c'est pas du tout faire des honneurs au monteur, mais je pense que je dirige beaucoup le montage. En revanche, la personne à qui je monte est primordiale parce que c'est un dialogue, parce que c'est un accompagnement et j'ai pas du tout envie de manipuler, justement pour les raisons un peu de mise à distance, etc. Mais je co-signe le montage. Je pourrais ne pas le co-signer. Je pense qu'il y a des réalisateurs qui font sans doute le même travail et qui ne co-signent pas. Mais j'ai commencé par du montage. Les films de détournement, c'était du montage exclusivement. Et même si j'écris mes scénarios, je me considère vraiment réalisateur-monteur, en fait. Donc voilà. Mais je ne crois pas usurper ou ça fait vraiment partie de l'écriture. C'est vraiment le prolongement. C'est la deuxième partie de la réalisation, quoi. Je n'imagine pas laisser un montage. J'ai pas vu le film de Nicolas Bedos réellement, donc je n'en pense rien, voilà. Mais ni en bien ni en mal, voilà, je l'ai pas vu. Et sur votre première question, alors le recul, quand vous tournez, la minute coûte cher. Donc la minute de recul où vous allez un peu réfléchir, enfin moi dans mon cas ça n'existe pas vraiment. C'est pour ça que pendant très longtemps je me demandais c'est quoi la partie de la réalisation qui est la plus importante. Quand on regarde comme ça les trucs, on a toujours l'impression que c'est le plateau, que c'est le tournage qui est le truc le plus important, etc. Après, pendant longtemps, j'ai cru que c'était le montage, parce que c'était justement la fin du truc et tout, mais la préparation est peut-être le moment le plus important, le plus ingrat, le moins spectaculaire, mais c'est là, en fait, où vous allez... c'est à partir de là où vous allez soit payer vos fautes, soit récolter les fruits de votre travail. Moi, j'essaie de faire le maximum de choses. Je storyboard, par exemple, tous mes films. J'essaie de re-questionner le scénario. J'essaie vraiment de préparer tout au maximum de manière à être disponible sur le plateau pour tout le monde, à commencer par les acteurs, évidemment. Voilà. Donc il n'y a pas vraiment de recul. Après, vous vous battez un peu contre les éléments parce qu'on a tourné en avril, il me semble. Je crois que c'est ça. On a tourné pendant 4 jours le plan séquence, mais qu'on avait répété pendant 5 semaines. Et d'ailleurs, les répétitions, c'est vraiment hyper bien, parce que quand vous arrivez sur le plateau, il y a un truc de plus naturel, c'est-à-dire que vous n'êtes pas tétanisé et tout ça, tout le monde se connaît, tout ça, donc il y a un plaisir d'arriver sur le plateau, vous gagnez du temps. Et donc voilà, et après on a tourné un peu la deuxième partie, etc., et on est revenu après. Et on a un peu slalomé entre des histoires de météo qui faisaient que voilà, on essayait d'aller chercher. Quand il pleuvait, on essayait d'aller faire des intérieurs, etc. Mais quand on a refait des extérieurs, si vous revoyez le film, vous verrez qu'en fait, il y a d'un côté, dans le plan séquence, les arbres, il n'y a pas de feuilles. Et quand on est en making-of, c'est le printemps, quoi. Les arbres, ils sont hyper... Donc, mais bon, c'est pas si grave. Disons, ça fait partie des... Il y a un truc qui est hyper bien, dont il faut se rappeler. Ça s'appelle la suspension le principe de la suspension de l'incrédulité. Si vous êtes script, il faut garder ça en tête. C'est-à-dire que quand le spectateur s'assoit dans une salle, il suspend son incrédulité. C'est-à-dire qu'il est là pour croire.
Si je racontais ça dans la vie en faisant croire que tu sais pas ce qui m'est arrivé, tout ça, au bout d'un moment, on me dirait vas-y, arrête. Mais comme vous êtes au cinéma, vous êtes là pour croire. Ça rejoint un peu le truc dont je parlais sur la religion, sur le principe de la religion, mais vous venez pour croire à quelque chose qu'on va vous raconter. Donc vous suspendez votre incrédulité. Le truc étant jusqu'où on peut aller dans l'acceptation de l'incroyable chez le spectateur. En fait, il est prêt à croire, il le voit, parce que c'est dans le film que les arbres, ils font ça. Mais en fait, il s'en fout parce que l'essentiel se passe à côté. Donc des fois, les scripts... j'allais dire, vous nous faites chier avec vos trucs. Le verre, il était plein. Le verre, il était. Moi, j'adore faire des faux raccords, mais il faut faire attention. Voilà, il faut parce qu'à partir du moment où le spectateur y croit plus, à ce moment-là, c'est un peu mort. Donc voilà. Oui, il y a ce contrat du premier quart d'heure passé avec le spectateur. Passer ce premier quart d'heure, on peut s'offrir un peu plus de liberté. Mais après, il faut respecter les règles. Oui, chaque film impose ou propose plus exactement des règles. Et alors celui-là, il est hyper traite parce que le premier quart d'heure, il dure en vrai 32 minutes. Plus en fait, il dure 45 minutes. Ouais. Enfin, le premier quart d'heure est décalé dans le temps. Ça commence. C'est le quatrième quart d'heure en fait. C'est ça, ouais, exactement. Donc oui, celui-là échappe à cette règle-là, mais en règle générale, c'est comme ça que ça se passe. Ouais. On va prendre encore une ou deux questions. Je suis sûre qu'il y en a plus, mais ici, voilà. Bonjour, merci pour votre présence et le partage. Le fait de faire le montage vous-même, ça vous donne une proximité avec la musique. Vous la placez vous-même, je suppose. Et je me demande, est-ce que vous placez de la musique déjà composée, ou bien, enfin, est-ce que vous avez une piste temporaire ? Comment est-ce que vous procédez pour placer cette musique ? Non, en règle générale, je travaille avec donc des thème tracks, des pistes temporaires, comme vous dites, ce qui me permet d'avoir des intentions. Et donc parfois, j'ai travaillé avec 3 musiciens différents. À chaque fois, pour l'instant, je faisais écouter le thème track aux musiciens, et à partir de là, on discutait. Celui-ci, c'est Alexandre Desplat qui a fait la musique. Il n'aime pas, lui, écouter les thème tracks. Donc sur celui-ci, il l'a fait. Et puis il y avait beaucoup de sound design, donc on a intégré un petit peu la musique au sound design, etc. Donc il y a eu un travail de mix comme ça. Par exemple, les bruits dont on parlait tout à l'heure, que je considère rentrer dans la musique, mais c'était plutôt du sound design au départ. Mais le prochain, qui est un film un film d'animation, qui est vraiment une belle histoire profonde, qui est pas du tout, enfin qui est pas de la comédie, qui est moins léger, disons. Là, par exemple, il préfère moi, je travaille avec des musiques existantes, mais lui, je sais qu'il voudra pas l'écouter. Donc à moi de. Donc je vais aller vers lui avec ce qu'on a. Enfin, vous êtes visiblement musicien, non ? C'est ça, oui, j'imagine. Ouais. Et donc vous savez, mais pour les autres, je vais arriver avec un spotting, c'est-à-dire. J'ai besoin d'un morceau qui part de là, qui va là, qui a à peu près cette variation là, pour nous amener dans cette émotion-là. À moi de retranscrire ce qui m'a plu et de comprendre ce qui a motivé mes choix. Ce qui est très compliqué parce que la musique, c'est un langage abstrait, total. Donc il faut que je sorte de cette abstraction des mots que je lui redonne, enfin des mots et des cues, quoi, des repères, voilà. Vous pourriez pousser l'expérience jusqu'à laisser vierge la partition, sans indication, étant donné que le montage contient ce truc, peut-être. Je ne sais pas. Je crois pas. Non, je crois pas parce que je suis un peu, comment dire, c'est tellement important dans la narration. Moi, je me considère le garant de la narration du film. Par exemple, sur The Artist, où la musique a eu une importance dingue, ça a été, et c'est vraiment un ami qui a fait la musique, Ludovic Bourse, mais on a failli vraiment s'étrangler et se jeter des bureaux dans la gueule et tout, parce que comme il n'y a pas de dialogue, la musique, elle peut vous faire un contresens à chaque plan et créer justement la confusion dont on parlait tout à l'heure. Alors,
en plus, on était pressés parce qu'on voulait aller au Festival de Cannes. Donc, je lui donnais les scènes au fur et à mesure que je les montais. Mais évidemment, moi, dans ma manière de monter, je monte en gros, et puis après, j'affine. Donc, lui, il composait un truc magnifique, en gros, enfin, magnifique ou pas d'ailleurs, mais sur la partie. Et après, je lui dis, bon, il faut que ça fasse 1 minute 40 de moins. Il me dit, bon, enfin, t'es dingue, c'est pas un morceau de fromage où on enlève du truc. Enfin, je veux dire, c'est de la musique, quoi. Je dis, oui, mais en fait, moi, je m'en fous. Moi, j'ai mon histoire. Et là, tu me fais une variation hyper lyrique au moment où elle monte dans la bagnole. Et ça marche pas du tout, en fait. Donc moi, je coupais comme un chien là-dedans. Et lui, il s'arrachait les cheveux et tout ça. Mais en fait, on était dans un truc qui est proche de ce que vous connaissez, mais pour ceux qui ne connaissent peut-être pas, qu'on appelle le Mickey Mousing en musique. Le Mickey Mousing, c'est quand vous accompagnez toutes les intentions ou un maximum d'intentions de jeu, parce que les trucs, il y a des ruptures qui vont très très vite, etc. Donc je ne pouvais pas avoir un Mickey Mousing fait sur une scène de 3 minutes 40, sur une scène de 2 minutes. Et donc ça a été tout le temps une espèce de recomposition. Et moi, je m'en foutais complètement que ça n'ait pas les règles académiques de la musique, mais pour lui, c'était très important. Donc ça a été vraiment, vraiment compliqué. Mais je ne peux pas laisser... honnêtement, enfin, c'est pas une histoire de qualité. Je crois que même avec Mozart, je ferais pareil. C'est pas une histoire de qualité de composition, c'est une histoire de compréhension précise de toutes les variations des scènes. Moi, quand le musicien arrive, ça fait 2 ans et demi que je suis en... Là, par exemple, on parle d'un dessin animé. Quand il va travailler Alexandre Desplat, je serai à 5 ans d'immersion dans cette histoire-là. Donc je la comprends de l'intérieur, je pense, d'une manière plus précise. Je dis pas mieux, parce que lui, il a une approche musicale. Mais moi, en tous les cas, en termes de narration, surtout que c'est un film qui n'est pas très causant, en termes de narration, je pense que je suis... Après, je suis ouvert à plein de choses. Mais, et surtout, Alexandre Desplat, vraiment, je suis ouvert à beaucoup de choses. Mais moi, je me dois d'arriver avec quelque chose précis. Voilà. Je pense qu'il y a une question en hauteur. J'ai vu le micro. Je pense que ce sera la dernière question, malheureusement. Bonjour. Bonjour. Donc, à propos de couper, c'est marrant que vous ayez parlé des situationnistes comme inspiration, parce que moi, j'ai vraiment eu l'impression, effectivement, de me faire un peu maltraiter en tant que spectatrice, mais pour la bonne cause. Puisqu'après, on retrouve ce côté vraiment jubilatoire le jour de la marmotte, par exemple, le retour vers le futur. Donc ça, j'ai vraiment trouvé très bien fait. Après, bon, ça n'a rien à voir, mais pourquoi adapter un film japonais à la sauce française ? Est-ce qu'il y a eu des adaptations à faire au niveau culturel, de l'humour ? Bon, à part effectivement le décalage qui est créé par le fait que les acteurs français ont des noms japonais, ce qui, moi, m'a un peu énervé au début quand j'étais un peu dans la vision premier degré du film. Eh bien, tant mieux. Non, mais plus vous êtes énervé, en colère, choqué, déçu au début, plus votre trajet de spectateur est grand. Donc c'est vrai que, par exemple, pour la promotion, on a beaucoup hésité. Est-ce qu'on donne le truc ou pas ? Et moi, un peu bêtement, enfin un peu bêtement, en tous les cas de manière non commerciale, j'étais pour privilégier les gens qui allaient venir et de dire on leur préserve la surprise. Et donc voilà. Et donc, quand vous n'êtes pas au courant, ça vous donne un trajet de spectateur qui, à mon avis, est beaucoup plus intéressant. Pourquoi faire un film ? Je me suis pas dit, tiens, je vais faire un remake d'un film japonais. C'est pas du tout comme ça. Comme je vous disais, c'est un peu venu par hasard. Pourquoi j'ai accepté de faire un remake, si c'est ça la question. Je pense que c'était le côté adaptation culturelle aussi, la transposition culturelle du remake. L'exercice du remake, je le trouvais vraiment intéressant, et la manière dont je l'ai abordé, c'était pas du tout d'essayer de le gommer ou de faire comme si le film n'existait pas, c'était plutôt de le mettre en valeur, de l'intégrer dans le film lui-même. J'aimais bien l'idée que dans le film, on voit des images de l'original, on voit le petit fascicule, le petit booklet de présentation, etc. Il y a des choses, je pense qu'elles sont culturelles. Après, c'est très difficile de savoir ce qui est de l'ordre de la sensibilité du réalisateur en tant qu'être humain ou en tant que faisant partie d'une culture qui est différente de la nôtre, à savoir japonais. Ce que j'ai remarqué souvent, et
alors c'est peut-être un préjugé, mais je sais pas, je crois que c'est sans doute culturel, c'est qu'il arrêtait un peu ces scènes assez rapidement. Et c'est vrai qu'il y a un truc un peu, comment dire, chez les Japonais, de ne pas trop aller dans des situations gênantes. Il y a toujours un truc de préserver la gêne et tout ça. Et nous, on est un peu bourrin. C'est vrai que moi, au contraire, en termes de fiction, j'aime bien quand la gêne s'installe à fond. Donc, je crois que j'ai eu tendance à rallonger un peu les scènes, à pousser un petit peu les situations gênantes. Et donc, voilà. Pour aller dans votre sens, je sais qu'il y a une projection un peu test que j'ai faite, et donc on invitait des gens comme ça. Il y a une productrice, le seul truc qu'elle savait, c'était que c'était l'adaptation d'un film japonais. Et donc quand elle a vu arriver les gars avec les prénoms japonais, elle a dit mais c'est fou d'être flemmard à ce point, quoi. C'est-à-dire de ne même pas changer les prénoms, quoi. Le mec se fout de la gueule du monde. Donc elle a été hyper en colère contre moi, et puis en fait après, du coup, le film lui a d'autant plus plu, évidemment, à la fin. Alors, je pense qu'on a un petit peu dépassé le temps qui nous était imparti, mais j'aimerais juste conclure en vous demandant si vous avez un conseil à donner aux jeunes étudiantes, scénaristes qui sont dans la salle, ou si peut-être, est-ce que on vous a donné un excellent conseil que vous avez envie de partager ? Non, moi on m'a pas vraiment donné de conseils. En règle générale, mais c'est un peu une pirouette, quand on me demande un conseil, je dis ayez de la chance. Donc ça se provoque, la chance. Ça se provoque la chance, ouais. C'est ça. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'au-delà de tout ce que vous faites, je pense naturellement, c'est-à-dire de travailler, d'y croire, d'être irréprochable sur tout, je pense que plus vous vous intéressez à des choses diverses, la peinture, la musique, la sculpture, la littérature, etc., c'est-à-dire d'ouvrir le champ de la vie en général, hors représentation artistique, etc. Enfin, vous pouvez aller au champ de course. C'est-à-dire, plus vous... Je ne sais pas beaucoup de champs de course, par contre, mais plus vous vous intéressez à des choses différentes, et plus, je pense, votre cerveau fait des connexions intéressantes, quoi. C'est-à-dire, c'est pas forcément en étudiant la comédie que vous allez être plus drôle, quoi. Voilà. Oubliez tout ce qu'on vient de dire et allez vivre, c'est ça ? Ouais, ouvrez la fenêtre, ouais, c'est-à-dire, allez ouvrir la porte, quoi. Non, mais c'est ça, c'est je vais vous raconter juste un truc, parce que j'ai un copain qui était... J'ai raconté ça à mon fils il n'y a pas longtemps, parce que mon fils est un peu monomaniaque, sur notamment les trucs de téléphone et tout ça. Et le problème des trucs de téléphone, c'est que c'est des algorithmes qui vous amènent toujours à penser toujours la même chose, avec des gens qui pensent toujours la même chose, etc. Enfin, vous connaissez ce truc-là. Et j'ai un copain qui était en Géorgie, et en fait, il y avait à l'époque, c'était à l'époque de Saakashvili, et il y avait des espions, beaucoup d'espions russes, qu'ils avaient à peu près spotés, mais ils ne savaient pas comment ils transmettaient les informations. Et donc les spécialistes des services secrets, etc., ne comprenaient pas comment ça se passait. Et en fait, ils ont monté une équipe de gens où il y avait des étudiants, des glandeurs, des musiciens, des mathématiciens, des gens qui venaient des jardiniers, des gens de plein de trucs différents. Et en fait, les musiciens, des jeunes musiciens, se sont rendus compte que dans les playlists qu'ils avaient sur iTunes à l'époque, il y avait un truc un tout petit peu bizarre dans les morceaux. Et en fait, ils avaient créé un code en décalant un tout petit peu des timings dans les trucs. Et grâce à ce groupe complètement hétéroclite de gens qui venaient d'horizons très divers, ils ont trouvé un truc qui était a priori introuvable. Et donc l'idée, c'est... Donc je racontais ça à mon fils pour lui dire, plus tu seras curieux de choses qui n'ont rien à voir les unes entre elles, plus ton cerveau sera alimenté de choses surprenantes, et voilà. Donc si je devais donner un conseil sérieux, c'est vrai, ce serait ça, quoi. C'est d'être curieux soyez pas monomaniaque sur la comédie, quoi. Merci 8000 fois, Michel, merci pour votre générosité, ce partage. Je vous rappelle juste que les prochains rendez-vous, ce sont les sessions en ligne. Il y en a 4 avec Steve Kaplan, qui a écrit l'écriture d'une comédie, les outils indispensables.
Ça commence le 4 avril, donc rendez-vous le 4, le 11, le 18, le 25 avril, de 17h30 à 19h30 en ligne. Vous allez recevoir un message, un mail sûrement incessamment sous peu, vous pourrez vous inscrire. Merci beaucoup.